Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour des nouvelles du monde de la course. Mais avant toute chose, merci au Patreon. Donc, merci Catherine Gagné, notre Patreon mécène. Allez voir ses vidéos de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses sur sa page Facebook CGKIN. Merci aussi Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté. Et finalement, notre partenaire, la boutique au coin du pédaleur et du coureur. Utilisez le code promo Monde de la course 10 pour 10% de rabais sur tous vos achats en ligne ou en personne à la boutique au coin du pédaleur et du coureur, pédaleur.ca pour le site web. Je te laisse y aller, Mathieu. Oui, ben, tu voulais qu'on fasse un retour sur la consommation des gels. On avait Oui, discuté avec Nicolas Paradis sur demi-marathon quand il avait fait son demi-marathon à Hamilton. oui, donc vite fait, on en avait parlé, puis là, moi, je disais, je pensais qu'en bas de 90 minutes, tu n'as besoin de rien. Ça, j'avais entendu, me semble, de nutritionniste puis de recherche que j'avais lu. Là, lui, en tout cas, il nous avait par la suite envoyé en convo certaines études qui semblaient pencher plus vers même dès que tu arrives à 60 minutes, ça prend des gels. Puis bon, j'ai recherché, j'ai regardé un article qui venait excuse-moi, là, ça sort là à l'instant, Sports International Society of Sports Nutrition. Donc, pas mal la sommité là-dedans, la Société internationale de nutrition sportive, qui en gros, c'est une recherche. Ben, c'est pas une recherche scientifique, mais c'est plutôt leur position qui disent pour le timing des nutriments. Donc, ça inclut les carbs, les glucides. Donc, ben, ils indiquent, alors si on regarde le point 4 de ce papier qui s'appelle International Society of Sports Nutrition Position Stand Nutrient Timing, qui a été écrit par plusieurs chercheurs qui se basent sur les données, qui ça date de 2017 en passant, donc c'est pas le plus récent, mais c'est pas complètement dépassé non plus. Donc au point 4, on peut voir que pour plus de 60 minutes à haute intensité, au-dessus de 70% du VO2 max, on recommande de prendre environ 30 à 60 grammes de glucides par heure dans une solution d'électrolyte, donc du Gatorade ou un boisson énergisante, ben pas boisson énergisante, mais plutôt boisson d'électrolyte quelconque, qui est à 6 à 8 de concentration. En prenant aux 10 à 15 minutes, 6 à 12 onces fluides. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi ça en millilitres. Là. J'imagine des petites quantités. Mais c'est surtout, ça dit particulièrement si c'est plus que 70 minutes. Donc, je pense que là, quand j'ai vu ça, je pense que ça m'a touché un peu que je me souviens quand je devais prendre cette décision-là de si je prenais du Gatorade ou d'autres boissons électrolytes quand je faisais des demi-marathons, je pense que je m'étais souvenu, ben moi, à l'époque, là, mes demi-marathons, c'était tout le temps en bas d'1h10. C'était souvent Ouais. 1h07, 1h08. Donc, je m'étais dit, ben, je vais pas me casser la tête, c'est en bas de 1h10. Fait que c'est pas nécessaire. Fait que j'en prends pas. C'est pas recommandé. Et je préfère vraiment me simplifier l'esprit en n'ayant juste pas y penser. Puis je peux focuser sur tout le reste de la course. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé de pas du tout en prendre. Lui, Nicolas Fontaine, qui disait que lui, même pour un demi-marathon, il se Nicolas plantait Paradis. des. Ouais, Nicolas Paradis. J'ai-tu dit un autre nom de famille? Tu as dit Nicolas Fontaine, qui Mon est Dieu. un coureur aussi, un bon coureur, Ok, mais c'est excuse-moi. Nicolas Bon. Paradis. Nicolas Paradis.
Donc dans le fond c'est ça. Donc vraiment il s'en mettait un petit peu partout sur le parcours, Oui. des petits morceaux là, qui cachaient, qui plantait sur un bout de bois, puis là qui Mhm. ramassait. Ben à chacun sa méthode, mais moi, si je me base sur ça, je préfère ne pas avoir du tout à y penser, surtout qu'aux vitesses qu'on va, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est difficile de le prendre, de continuer à respirer. J'imagine que ça dépend aussi de ton type, de quel type tu es. Tu sais, moi, je suis toujours à bout de souffle quand je cours un demi-marathon, vraiment, tandis qu'il y en a Oui. peut-être d'autres que quand ils courent, ils sont moins essoufflés. Euh, ouais, on Ouais. recommande pas des Puis, gels là, dans ce cas-ci, on recommande vraiment, selon le papier que je cite, la recherche que je cite, on cite plutôt de prendre des électrolytes. Puis là, c'est plus quand c'est au-dessus de 90 minutes, je crois que là, on va plus ouais. dans le territoire des gels. Mais j'imagine que ça peut varier à chacun sa sauce, tu sais, puis lui, peut-être que dans sa façon de courir, il est moins à bout de souffle, puis c'est pas tant demandant pour lui de prendre des gels. Donc c'est ça, Mhm. à chacun à sa manière, Chacun mais sa recette. ouais, Chacun sa si vous recette. faites Ouais. votre demi-marathon en plus que 90 minutes, ça vaut probablement la peine de prendre des gels pendant. Yes. Bah, fait que oui, j'enchaîne dans le fond avec les athlètes du mois d'octobre nommés par Athlétisme Québec. Donc, il s'agit de Sophie Coville du Club d'athlétisme Saint-Laurent Select. Sophie qui a remporté les championnats provinciaux de cross-country d'athlétisme Québec et du RSEQ, complétant l'épreuve de 8 km en 28 minutes 29. Cette victoire confirme son excellent début de saison et sa constance au plus haut niveau. Naturellement, je suis en train de lire la publication d'Athlétisme Québec. Et du côté des hommes, ben, c'est Philippe Monod-Cartier du Rouge-et-Or. Philippe s'est imposé pour une quatrième année consécutive, remportant l'or sur l'épreuve de 8 km en 23 minutes 40. C'était aussi au championnat provincial. Donc, cette nouvelle victoire vient renforcer sa position dominante sur le circuit québécois de cross-country. Je voyais qu'il a remporté ses 13 dernières courses auxquelles il a participé. Donc, quatrième victoire de suite au championnat provincial. Ça a suscité une publication intéressante, vraiment, de Guillaume Ouellette. Je vais ouvrir sa publication. Guillaume, qui mentionne, qui est para-athlète, qui mentionne qu'il y a parfois des choses qui viennent nous chercher et qu'on ne peut pas rester silencieux. Athlétisme Québec s'occupe en partie du para-athlétisme au Québec. Chaque mois, la fédération nomme un athlète du mois. Je m'attendais bien évidemment à ce que ce soit Anthony Bouchard qui soit nommé athlète du mois d'octobre, comme il a été champion du monde et a même amélioré le record canadien. C'est au 100 mètres qu'Anthony compétitionne. Eh bien non, ce n'était pas suffisant, faut croire. Athlétisme Québec a choisi de nommer Philippe Monod-Cartier. Rien contre Philippe, je le connais, tout un athlète qui est invaincu en cross-country depuis plus de 13 courses. Sérieux, c'est un grand manque de respect envers le para-athlétisme. Et si vous préférez ne pas s'occuper de nous, c'est bien correct, on va s'arranger seul comme des grands. Désolé pour la montée de lait, je ne pouvais juste pas laisser ça passer. Bon week-end à tout le monde. Tu comprendras qu'avec une publication comme ça de Guillaume, ben nous non plus, on ne pouvait pas laisser ça passer. Je trouve ça vraiment super intéressant. C'est deux compétiteurs à comparer avec des compétitions complètement différentes, mais moi je pense du côté de Guillaume, effectivement. Champion du monde, peu importe le sport, peu importe la densité, c'est quand même quelque chose de très gros. Je pense qu'Anthony aurait pu l'avoir en octobre. Surtout que j'ai remarqué, dans le fond, Athlétisme Canada Québec ont fait leur publication le 14 novembre, donc déjà 2 semaines après la fin octobre, et c'était après la victoire de Philippe Monod-Cartier au championnat canadien de cross-country Universitaire. Ouais. universitaire. Donc, il savait, en tout cas, quand la publication a été faite, il savait qu'il avait aussi remporté le championnat canadien universitaire. On va en parler plus tard. C'est sa troisième victoire de suite. Est-ce que ça a pesé dans la balance? Je ne sais pas. Mais Mais c'est pas si ça n'a pas. censé. C'est pas C'est pas censé. censé Mais je parce que me c'est dis l'athlète du que mois d'octobre. Fait que t'es c'est censé ça. seulement compter ce qui s'est passé en octobre, qui étaient Exact. les Mais provinciaux. il le sera certainement
pour le mois de novembre. Ben oui. En remportant une 3e fois le championnat canadien. Il est dominant comme ça se peut pas, avec une densité de compétiteurs qui est très forte. Fait qu'il va l'être en novembre. Fait que, considérant ça, moi, j'étais content de lire ça de la part de Guillaume. Puis je pense de son côté, il y a eu des commentaires intéressants. Athlétisme Québec a répondu. Est-ce que tu veux en parler ou tu veux que j'enchaîne avec des commentaires? Ben, vite fait, dans le fond, moi, au début, c'est ça. Au début, ils ont fait la publication, je pense que c'était la journée avant le gala Atletas. Puis lui, il Oui, a c'est fait vrai, sa c'était le 14 novembre, publication. la Puis, publication. Ouais. puis lui, il a fait sa publication la journée du gala Atletas, Le juste matin avant que du ça ait gala lieu. Atletas. Ouais. Ouais. Fait que c'est aussi un drôle de timing. Il me semble que tu es en nomination pour para-athlète de l'année, Anthony, ben si oui. je me trompe pas. Puis il l'a Non, mais remporté Guillaume Ouellet. Ah, Guillaume, oui. Je pense que oui aussi, mais il ne s'est pas présenté. C'est sûr, il n'habite pas à côté non plus. Mais est-ce que c'était un peu aussi un boycott? Je ne sais pas. Mais en effet, moi, c'est sûr, au début, je prenais en compte le fait que Morneau-Cartier est champion canadien universitaire une 4e fois de suite. C'est jamais vu, c'est Troisième jamais arrivé. canadien. C'est championnat 3e, canadien, excuse-moi. c'est 3e. En 2022, il avait fini 2e. Oui, c'est vrai. Mais bref, ça, c'est énorme. Puis oui, Anthony Bouchard est champion du monde dans sa catégorie. Moins de monde qui compétitionne en fauteuil roulant qu'il y a de monde qui compétitionne en cross-country régulier. Là, tu pourrais dire, universitaire, il y en a moins. C'est vrai, mais le niveau est quand même très relevé. Mais ça reste que c'est quand même champion du monde. Puis il y a quand même beaucoup d'athlètes dans la catégorie fauteuil roulant, là, dans la catégorie dans laquelle Anthony Bouchard est. C'est pas une catégorie obscure. De mémoire, c'est T52. Ouais. Puis si je me trompe pas, tu as genre T51 puis T53 aussi qui compétitionnent contre lui. Je lance des chiffres en l'air, mais souvent, même si t'étais... on l'avait vu, je suis pas mal sûr que j'avais vu ça. Ils regroupent des catégories ensemble si c'est assez similaire. T'sais. Fait que parce que sinon, il y aurait juste trop de champions du monde. Ça serait, justement, les gens diraient que c'est un peu ridicule. Donc, c'est quand même assez profond, le fauteuil roulant. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont des handicaps similaires aux siens. Donc, c'est quand même assez relevé, très relevé. Donc, c'est ça. Quand c'était champion universitaire canadien versus champion du monde dans sa catégorie, là, je trouvais que c'est vrai que c'était un tough call. Je trouvais que ça aurait pu un peu aller dans les deux sens, mais je comprends le point de Guillaume. C'est champion du monde versus champion canadien universitaire. Mais là, que ce soit champion québécois, oui, il le fait 4,38, ce qui est du jamais vu. C'est très fort être champion québécois. Puis, comme on l'a vu par la suite, il était tellement fort qu'il a remporté les Canadiens aussi. Il était invaincu toute la saison. Mais champion québécois universitaire versus champion du monde, là, je penche plus un peu vers champion du monde aussi. Puis, on va y aller tout de suite un peu dans la réplique d'Athlétisme Québec. Vas-y, lis-la. Je vais la lire dans le fond. Ouais. Fait que, bonjour Guillaume Ouellette. La décision s'explique par plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, Parasport Québec est dédié au paraathlétisme et nos collègues auraient effectivement une belle opportunité de souligner mensuellement les performances des paraathlètes. Nous serions heureux de travailler avec nos collègues de Parasport Québec pour concrétiser un volet athlète du mois sur leurs réseaux sociaux. Donc, il renvoie la balle à Parasport Québec de nommer des athlètes du mois. En ce qui concerne la performance en soi, nous l'avons bien évidemment souligné sur nos réseaux sociaux ainsi que la tienne sur nos réseaux le 7 octobre dernier avec Parasport Québec également. Troisième point, Anthony sera présent aujourd'hui au Congrès en tant que panéliste pour donner de la voix au paraathlétisme haut niveau et donner à vous et toutes les nombreuses catégories de l'athlétisme un espace auprès de la communauté. Là, on parle du gala Atletas. Donc, c'est ça. Puis finalement, nous souhaitons travailler avec tous les membres de la communauté de l'athlétisme, notamment les paraathlètes, bien sûr. Nous sommes d'ailleurs les premiers à les honorer lors des galas Atletas qui récompensent notamment le paraathlétisme avec toi et Anthony en tant que finaliste. Donc, merci pour ton commentaire, en espérant que cela puisse clarifier les décisions et apporter une évolution constructive de la perception de cette décision.
Quand je lis ça, l'affaire, c'est. Là, il renvoie la balle à Parasport Québec. Il dit ben, Parasport Québec pourrait faire ça. Ouais. Mais Mais, techniquement, le para-athlétisme tombe dans l'athlétisme. Ça tombe dans l'athlétisme Québec encadre ça. Donc, il y avait l'option de le choisir. Il y avait l'option, puis ils l'ont pas choisi. Si tu voulais défendre le point, il aurait fallu dire comme, ben, mettons, on a un panel qui étudie ça rigoureusement, puis on a pris ça, puis ça, puis ça en compte versus ça, c'est puis ça. ça, puis c'est pour ça que Exact. ça a donné ça. Tu sais, si tu veux défendre le point, là, tu te fais juste dire, ben, on aime ça les parathlètes, puis gna, 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 mais on répond pas, tu sais, on dit, ben, Parasport pourrait faire, mais C'est ça. lui, il attaque le fait que tu as choisi ça versus le Paralympien, puis que ça n'aurait pas, c'est pas des performances égales, que la performance du Paralympien est meilleure, fait que pourquoi vous l'avez laissé de côté? Fait que ça, j'ai trouvé que c'était pas Puis, convaincant comme c'est ça. réponse, que Puis tu fais dans juste sa dire qu'est-ce que tu fais, réponse, mais le problème, lui, c'est que tu as mis quelque chose par-dessus, alors que ça n'aurait pas dû l'être. ouais. Puis dans sa réponse, Guillaume, il mentionne, ben moi, le montant que je paie annuellement, ben, c'est Athlétisme Québec. Tu sais, je ne paye pas Aussi, mon c'est ça. affiliation avec Parasport Québec. Là. Non, L'affiliation, c'est Athlétisme Québec. Donc, ah oui, c'est eux qui fait que, encadrent l'athlétisme et puis c'est l'athlétisme. sûr que quand il mentionne d'un côté, il dit ben, on l'a pris en compte, on l'a évalué, mais on l'a donné à Philippe. Puis après ça, ils disent ben, on pourrait renvoyer la balle à Parasport qui, eux, pourraient nommer des athlètes mensuels, mais c'est un contradictoire dans le fond. Mais on s'en fiche. Peu importe qu'eux ils fassent une liste ou non d'athlètes, lui, il est fâché, puis avec Ouais. raison quand même, que ce soit pas le parathlète qui a été choisi quand il a été champion du monde versus champion québécois universitaire. Ouais. Donc, Euh, Puis je vais juste ajouter une portion de commentaires que je voyais de Jade Bérubé qui est super intéressant. Elle comprend vraiment la position de Guillaume. Elle explique que les exigences du parasport sont souvent méconnues. C'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment à la complexité qu'ils peuvent avoir. En fait, les gens n'ont aucune idée de ce que ça demande réellement. Côtoyer des paraathlètes m'a vraiment ouvert les yeux dans les dernières années. Avant même de penser à performer, il y a 1000 petites victoires que la majorité ne voit pas, comme gérer l'environnement, l'équipement, la logistique, les déplacements, l'énergie. Tout ça avant même de mettre un dossard. C'est tous des trucs qui sont quand même plus compliqués. beaucoup Pour eux. d'embûches de plus. Ouais. Ça, on peut pas le nier. Beaucoup Ouais. d'embûches de plus à être para-athlète, Ouais. certainement. Yes. Fait que, ben, d'ailleurs, je l'annonce, on va recevoir Anthony dans 2 semaines. On l'a confirmé aujourd'hui. Fait qu'on Très va cool. avoir Anthony avec nous pour terminer l'année 2025. Ouais, non, ça va être notre premier para-athlète en fauteuil roulant, je pense. Ouais. Ouais. Parce qu'on avait déjà Parce qu'on a reçu déjà eu Guillaume. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben justement, on parlait du gala Athlétas, donc on va poursuivre avec le gala. On était là, t'as fait toute une job, mon ami. Ben, Vraiment, merci à tu toi m'as aussi d'être tu là. m'as On a fait impressionné. avec les moyens du bord. Là. Hey, C'était cool. une chose qui s'est décidée à la dernière minute. C'est pour ça qu'on l'avait. Je pense pas qu'on l'avait mentionné dans le podcast, mais Non, on s'est fait effectivement. approcher par Athlétisme Québec qui souhaitait Merci, faire une merci Athlétisme collaboration. Québec. Là. Ouais, Ouais. merci. Après avoir bâché sur eux, on les Ben remercie. oui, après avoir critiqué un petit peu, Mais, un tout petit peu, là, ouais. oui, merci infiniment. Ouais, ouais. Vraiment. Mais c'est ça, c'était très cool. Nous, on s'occupait d'interviewer les récipiendaires de prix, de trophées Athlétas dans toutes les catégories pas mal. Donc, on faisait des courtes entrevues après. Puis, ça renaît, là, c'était. Désolé là, si c'est court, puis si c'est. Des fois, le son, je sais, on va essayer de travailler ça l'année prochaine, là, mais ouais, je suis quand même satisfait du résultat. Ouais. Je pense que ça permettait d'augmenter la visibilité, je pense, des récipiendaires de ces trophées-là. Donc, Ouais, tant mieux, absolument. ça fait rayonner l'athlétisme. Contrairement à d'autres choses qui font pas rayonner l'athlétisme, on va y arriver très bientôt. Mais Oui, je te laisse continuer. ça, Ouais. ça va être le prochain sujet. Ouais. Donc, puis ben, comme à chaque année, on a fait nos paris, là, sans mettre d'argent. Là. On a dit Nos prédictions. nos prédictions qu'on pensait qu'elle allait remporter. Donc, j'y vais. Dans le fond, j'ai la liste des gagnants sous les yeux. Donc, chez les femmes au niveau cadet, c'est Kayla Divine Kaji Majo qui l'a remporté. Elle est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, moi, j'avais voté pour elle, puisqu'elle est de ma ville.
Et tu avais voté aussi pour elle. Donc, les deux on a fait une bonne prédiction. Est-ce que je fais un score là, pour vérifier ou tu l'as déjà fait? Non, non, j'ai pas fait de score. Ok, je C'est fais la un première score. fois Là, que c'est j'ai. 1-1. C'est Parfait. bon. Parfait. Puis moi, ben, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécouté les entrevues, puis j'ai sorti les points qui mentionnent, parce que toi, tu posais deux questions. Dans le fond, c'était l'événement marquant de l'année, Point fort, ouais. Point le, fort de ta le point saison. fort de la saison, puis les objectifs à venir. Ouais. Donc, fait que pour Kayla, elle était très contente de sa victoire et de ses très bons temps au championnat canadien des Légions. Puis, pour la suite, ben, c'est de continuer à performer, mais surtout avoir du fun. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'une athlète de 16 ans mentionne le plaisir, dans le fond, de Ouais. courir. Puis en passant, ils étaient tous très posés, tous très bons là, pour. Tu sais, ils se faisaient pitcher de même. Ça n'avait pas vraiment été annoncé d'avance qu'il y avait une petite entrevue. Tout le monde a été. Tous les athlètes ont été super. Ouais. Athlètes et entraîneurs et administrateurs et autres. Chez les hommes, niveau cadet, c'est Robin Allard qui l'a remporté. Moi, j'avais voté pour Nathan Fortier, qui est aussi de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est Robin qui l'a eu. Et je me suis rappelé en entendant, oui, toi, tu avais voté pour Robin. Donc, en entendant son entrevue, je me suis rappelé, je me suis dit, ah oui, il a fait ça. Donc, Robin, dans le fond, il avait remporté ses trois disciplines. Il a remporté l'or dans ses trois disciplines au championnat canadien des Légions. Il a vraiment atteint son meilleur potentiel au bon moment. Puis, à venir, dans le fond, lui, il va avoir des nouveaux défis maintenant parce qu'il va passer à la catégorie juvénile. Donc, des nouvelles personnes avec qui compétition, nouvelle catégorie. Ouais. Bon, Donc, 2-1 pour moi, c'est bon. Ouais. Du côté juvénile, chez les femmes, c'est Noémie Chopin qui l'a remporté. Ben, ni toi ni moi n'avait mentionné Noémie. Noémie, de son côté, elle a eu plusieurs PB lors de son heptathlon à Sherbrooke. C'était en début de saison. Donc, ça permet de commencer vraiment fort une saison quand tu as plusieurs PB sur plusieurs disciplines. Et puis, objectif 2026, ce serait de dépasser les 5000 points à l'heptathlon, en fait, dans un an. Puis, battre son PB sur 800, parce que ça fait un an qu'elle n'a pas battu son PB sur 800. Donc, c'est ses objectifs. Qui est souvent la faiblesse des athlètes. Ouais. Ou des pentathlètes et toutes ces autres-là. Là, souvent, plus en course d'endurance, c'est leur faiblesse. Des athlètes plus explosifs. Chez les hommes, Michael Allaire l'a remporté. Les deux, on avait prédit sa victoire. Donc, pour Michael, son point marquant, c'était de gagner les Jeux du Canada U24 à son âge. Donc, je crois qu'il doit avoir 18 ans. Donc, c'est pas sa catégorie U24. Puis, dans le fond, son objectif pour 2026, c'est de se qualifier pour les championnats du monde U20. Ensuite, on passe à la catégorie junior. Chez les femmes, c'est Clémence Lavoie qui l'a remporté. Les deux, on avait prédit Roxane Tedga, parce que c'était un nom qu'on voyait plus souvent. Mais Clémence fait de l'heptathlon. Donc, elle a gagné la médaille. On se fait avoir par les heptathlètes parce qu'on les suit pas C'est assez ça. vu qu'ils font Exact. moins de la course. Ouais. Donc, elle a remporté la médaille d'or aux nationaux en heptathlon. Puis, elle voulait abandonner très tôt dans la compétition parce que ça allait pas. Mais les gens autour d'elle l'ont encouragée. Puis, finalement, elle a poursuivi. Puis, elle l'a remporté. Puis, son objectif 2026, ben, ça va être les mondiaux juniors. Chez les hommes, ben là, c'est Robin Lefebvre. Ça, les deux, on l'avait prédit. Du côté de Robin, ben, plusieurs faits marquants, on en parle régulièrement à l'émission, mais c'est son 1500 mètres au championnat national U20, une victoire franche qu'il a mentionné, qui a fait c'est un gros point marquant en 2025, plus sa victoire aux Jeux du Canada. Il compétitionnait avec des gens, des coureurs plus vieux, donc ça a été une grosse victoire pour lui. 2026, ben, il y a le championnat canadien de cross-country qui s'en vient le week-end qui vient. Plus un gros 3000 mètres en décembre, je pense que c'est à Sherbrooke. Puis de faire l'équipe nationale cet été. Je passe au niveau espoir. Donc, chez les femmes, c'est Sophie Courville qui l'a remporté.
Sophie nous mentionnait à l'entrevue que c'est les Jeux du Canada sont 5000 mètres. C'est une deuxième victoire pour elle sur 5000 mètres, mais c'était sur une fin très rapide, qui n'est pas dans ses habitudes. Donc, ça a été vraiment marquant pour elle. Puis, objectif 2026, c'est le championnat national de cross-country, dans le fond, qui va avoir lieu très bientôt. Puis, c'est compétitions de pistes intérieures et extérieures, donc tout au long de l'année. Est-ce qu'on avait tous deux voté pour elle? Oui, pour Sophie, bon. oui. Okay. Chez les hommes, on s'est les deux trompés. On avait les deux voté pour Xavier Perra, mais c'est Émile Toupin qui l'a remporté. Émile qui mentionnait que son point marquant, c'était son 1500 au Paname Junior au Paraguay. C'était un objectif depuis le début de la saison. Dans le fond, il a appris au mois de mai 2025 qu'il allait participer au Paname. Donc, à partir de mai, toute la saison a été conçue pour performer sur ce 1500-là. Pour 2026, ben, on parle de grosse saison en salle pour essayer de faire des records du Québec dans son groupe d'âge, plus des gros PB sur 1500 mètres cet été. Je pense que c'est U23, si je ne me trompe pas, pour U20 ou U23? En tout cas, il parlait de record du Québec. Soit U20 ou U23, je ne suis pas certain. U20 sûrement, parce qu'il est dans la catégorie 20. Côté senior, les deux, on l'avait mentionné. Chez les femmes, Audrey Leduc qui l'a remporté. Donc, pour Audrey, c'est son 10 secondes et 94 centièmes, un nouveau record canadien qu'elle a dédié à son grand-père. non, il est U23. Il est U23, excuse-moi. U23? Ah, parfait. Merci. Ouais, tu me fais douter. Ouais, je vais aller checker. Bon, fait que pour Audrey, c'est ça, son record canadien, 10 secondes 94 dédié à son grand-père. Puis pour 2026, ça va être les Jeux du Commonwealth. Je poursuis chez les hommes, c'est Jean-Simon Desgagnés. Les deux aussi, on avait voté pour Jean-Simon. Donc Jean-Simon, lui, c'est sa finale, participer à la finale du championnat du monde aux 3000 mètres steeple. Donc être dans un top 15 mondial. Donc, c'était son but. C'est son but d'année en année, dans le fond, de monter le plus haut au niveau mondial. Donc, actuellement, il est dans le top 15. C'est très impressionnant. Fait que lui aussi, c'est les Jeux du Commonwealth 2026. Il mentionnait que comme il y a une moins grande compétitivité ou densité au Commonwealth, il vise un top 5, voire un podium sur 3000 mètres steeple. C'était U23 pour excuse-moi, le nom vient de me sortir de la tête. Pour Émile Toupin. Oui, Émile Toupin, c'est ça. Puis là, tu viens de mentionner, fait qu'on a Audrey Leduc, on l'a tous les deux eu. Oui, Simon Jean-Simon aussi. Tous les deux? OK. C'est bon. Okay. Fait que je pense que tu as un point d'avance, hein, je pense. Ouais. Jusqu'à présent. Okay, 7-6. Excellent. Chez les maîtres, surprise quand même, même elle était surprise, c'est Julie Lajeunesse qui l'a remporté. Les deux, on avait nommé Bianca Prémont, qui a quand même une saison assez extraordinaire, mais je pense, naturellement, on se concentre que sur les compétitions master. Puis Julie a fait des très belles performances sur des championnats canadiens master, entre autres, qu'elle disait qu'elle avait fait un très, très beau PB. Donc, c'était son événement marquant 2025. Puis pour 2026, elle veut poursuivre sur des belles réussites personnelles. C'est sa 3e nomination en 3 ans. Puis les 2 autres fois, elle n'avait pas gagné. Elle espérait vraiment gagner. Puis elle m'avait dit qu'elle avait un bon feeling l'autre jour quand on courait. Okay. Elle avait raison. Techniquement, là, elle me disait ses scores, quand tu checkes avec le age grade puis tout, je pense qu'il y a un truc qu'elle est la meilleure au monde en ce moment. Une de ses distances indoor. Puis ça aide beaucoup dans ce qu'ils regardent, là, vraiment, là, si t'es dans le top mondial. Ça aide beaucoup pour ça. Ouais. Okay. Chez les maîtres hommes, c'est Yvan Béchard qui l'a remporté. Donc là aussi, les deux. Moi, j'avais mis André No, parce que c'était la première fois qu'il était nommé. Puis toi, tu avais mis Yannick Lemouel. Mais c'est Yvan Béchard, un marcheur, qui l'a remporté. Donc, pour Yvan, justement, il était surpris de remporter quand même devant Yannick et André. Lui, sa compétition, c'était à Gainesville, c'était au championnat du monde Indoor Master, son 3000 mètres en 15 minutes 15. Puis à venir, en 2026, il y a un 3000 mètres à Québec en décembre,
plus la saison indoor, qui est vraiment sa saison préférée pour du 1500 puis du 3000. Je poursuis avec la course sur route. Là aussi, une surprise. Les deux, on avait mis Bianca Prémont. Encore une fois, étant donné sa saison assez exceptionnelle, mais c'est Elissa Legault qui l'a remporté. Elissa qui mentionne que... je vais le retrouver. Elle aussi, je pense qu'elle disait qu'elle était surprise un peu. Oui, Elissa. Ah, mon Dieu, je l'ai pas noté. J'ai sauté son vidéo. Ah, bon, j'ai manqué son vidéo. J'essaie d'y aller de mémoire. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle avait dit. Je vais l'écouter pendant que pendant que tu dis le parfait, prochain. parce que je vais poursuivre course sur route. Chez les hommes, ben, c'est Charles Philibert qui l'a remporté. Les deux, on avait dit que ce serait Thomas Fafard. Alors, c'est ça. Charles n'était pas présent, donc on n'a pas l'entrevue avec Charles, naturellement. Course en sentier, c'est Elisa Morin. Je me trompe tout le temps. Je me suis même trompé dans la vidéo, en plus. Elisa Morin qui l'a remporté pour la course trail. Ben, c'était assez évident. Les deux, on avait voté pour Elisa. Elisa qui mentionne que c'est vraiment son championnat, participer au championnat du monde, représenter le Canada. C'était son événement marquant. Puis pour 2026, elle va embarquer sur le circuit Golden Trail Series. Puis tenter de faire une très belle performance au QMT lors du championnat canadien, qui est un qualificatif pour les prochains mondiaux. Puis chez les hommes, ben, c'est Rémi Leroux. Donc les deux aussi, on avait voté pour Rémi. Donc pour Rémi aussi, lui, c'est sa fin de saison au championnat canadien au Mont-Sainte-Anne qui a été vraiment l'événement marquant. Dans le fond, c'était de terminer sa saison au Québec devant ses amis avec une organisation, un sentier qui est spécial pour lui lors du championnat canadien là, au défi des couleurs. Remporter le up-down, dans le fond, après une longue saison en Europe. Puis, pour 2026, ben, il nous mentionnait qu'il allait participer à un 50 kg en Californie, mais on va voir plus tard que ce 50 km-là a été annulé à cause d'intempéries. Puis, bon, on va voir ce qui s'est passé pour Rémi par la suite. Sinon, il va embarquer aussi sur le circuit Golden Trail World Series pour lui aussi se préparer pour le championnat 2027. Donc, les mêmes objectifs qu'Elisa. Elissa Legault, Oui. dans le fond, elle disait que c'était le marathon de Prague qui avait été son highlight parce que dans le fond, elle a fait 2:36:38, qui est quand même un bon retour, surtout qu'elle avait été blessée longtemps. Puis elle mentionnait qu'elle avait Valence qui s'en venait. Donc, on suivra ça. Là j'écoutais à moitié là, quand tu parlais. Donc, est-ce qu'on a fait des points? Qui avait raison? Oui, ben en fait, jusqu'à présent, on est égal. Ben en fait, pas égal. Je veux dire, dans les derniers, on avait toutes les mêmes bon, choix. C'est bon. Bon, je mène toujours par un, on va dire. On va arrêter. Exact. On va juste faire ça. Maintenant, je passe au para-athlétisme. Donc, ben, chez les femmes, c'est Valérie Desroches qui a été dévoilée, dans le fond, lors du gala. Valérie qui mentionnait que son événement, elle a dépassé le standard canadien en lancer du poids. Je voyais que le standard canadien, c'est 6,17 mètres et plus. Donc, elle a dépassé le standard. Puis c'était vraiment en toute fin de saison. Puis Valérie son objectif vraiment long terme, c'est les Jeux olympiques, les Paralympiques en 2028 et championnat du monde para aussi. Je voyais que Valérie, en faisant des recherches, elle a été championne du monde de para-karaté aussi en 2022. Donc, avec l'athlétisme. Puis chez les hommes, Guillaume Ouellette et Anthony Bouchard étaient les deux nommés. C'est Anthony Bouchard qui l'a remporté. Donc Anthony qui mentionne que naturellement, comme tu avais dit dans l'entrevue, on se doute bien c'est quoi ton événement marquant. Ben, c'est ça, être champion du monde sur 100 mètres. Puis pour la suite, ben, c'est de continuer la progression. Quelques records canadiens à aller chercher, puis les Jeux paralympiques de 2028. Anthony, les deux, on avait voté pour Anthony. Athlète par excellence, catégorie para, au niveau relève,
C'est Mathieu Doré qui l'a remporté. J'avais voté pour Mathieu. Toi, tu avais mis Armanda Faniza. Oh, On on est à revient égalité. égal au niveau du Ouais. pointage. Donc, Mathieu qui mentionne que son fait marquant, c'est son 6e lancé de 51 mètres 82 au Jeux du Canada. C'était son dernier lancé de la saison. C'était le meilleur. Donc, ça a vraiment été ça, son point marquant. C'est rare Et, ça que ton dernier lancé soit le meilleur. Parce que ouais, d'habitude, c'est leur premier ou deuxième ou troisième parce que ton corps est plus fatigué, fait que tu lances moins loin. Donc c'est ouais, très rare que ça arrive. ouais. Puis, il mentionnait que pour lui, ben, c'est un camp d'entraînement avec l'équipe canadienne à Grenade qui s'en vient. Puis, ultimement, c'est d'aller aux Jeux du Commonwealth l'été prochain. On passe à la catégorie entraîneur. Donc, catégorie excellence, c'est Nathalie Séguin. C'est l'entraîneur d'Anthony, Nathalie Séguin, qui l'a remporté. Nous deux, on Bouchard. avait mis Ariane Bouchard. Ouais. Puis, chez les hommes, c'est Sylvain Cloutier qui l'a remporté. Moi, j'avais mis Luc Lafrance, puis toi, Samuel Marion. Donc, on n'a aucun point là-dessus. Catégorie développement, c'est Ariane Bouchard qui l'a remporté. Donc, un point pour toi. Moi, j'avais mis Geneviève Gagné. Puis chez les hommes, les deux, on avait mis Ashraf Tadili et c'est Ashraf qui l'a remporté. J'enchaîne avec le club par excellence développement. C'est le club d'athlétisme Lanaudière Olympique qui l'a remporté. Tu avais voté pour ce club et moi, j'avais voté pour le club de Saint-Jean Olympique. Donc, 2 points d'avance pour toi. Officiel par excellence, c'est Yves Hugron qui l'a remporté. Toi, tu avais mentionné Nelson Gauthier et moi, Suzanne Lafrance. Donc, mais c'est Yves qui l'a remporté. Puis Qui était finalement, lui-même très surpris de son entrevue. Parce que lui, ça fait comme ouais, 3 ans qu'il fait il ça, est il assez mentionne. récent, oui, Mais exact. c'est ça. Il dit il avait reçu de la bonne aide de ses Ouais. camarades, Son collègues. mentor, il avait Ouais. même nommé son Oui. mentor. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il devait être. Son mentor Oui, était il était peut-être nommé, nommé c'était peut-être aussi. Nelson. Ouais. Ça devait être Nelson Ouais. Gauthier à ce moment-là. Ouais. Puis, administrateur par excellence, c'est Carole Crevier que tu avais nommé. Et moi, j'avais nommé Audrey Laroquette. Donc, 3 points d'avance pour toi. Wow. Ouais. Finalement, on va terminer les dévoilés lors du gala. Donc, l'événement par excellence, c'était l'Ultra Trail Fjord du Saguenay. Ça, c'était dans la catégorie trail, cross et montagne. L'événement par excellence, catégorie route, avec 1500 finissants et moins, c'est le 5 kg de la clinique du coureur. Événement par excellence, catégorie route, 1500 finissants et plus, le marathon Bénéva de Québec. L'événement par excellence, catégorie en stade, c'est la finale provinciale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. L'intervenant scolaire par excellence, c'est Guy Labelle. Le trophée Émilie Mondor est allé à Sarah Dulude, belle avance. Et finalement, le trophée hommage s'était remis aux Jeux olympiques de Montréal 1976, mais il y avait 4-5 personnes qui étaient présentes pour représenter les Jeux olympiques de 1976, dont le marcheur Marcel Jobin. Oui. Puis, il y avait des officiels aussi qui étaient là à l'époque, en 1976. Ça fait 50 ans quand même. Hein? C'est fou. Donc, c'est fou. Ouais. Petit fait cocasse, je sais pas si je l'ai déjà dit au podcast, mais dans le fond, je pense que la première fois que j'étais à Galette Létaz, quand j'étais coureur sur route de l'année, mes parents ils venaient avec moi. Puis là, c'était au Sandman à l'époque, à Longueuil, donc on se rendait en métro. Puis là, mes parents puis moi, on revient dans le métro. Puis, qui c'est qui est pas dans le wagon, dans le même wagon que Marcel. nous? Marcel Jobin, alias le fou en pyjama. Puis là, mes parents étaient starstruck. Ils étaient complètement époustouflés parce qu'eux, ils suivaient à son temps qui était vraiment, vraiment big. Wow. Parce que c'est ça, il était un de nos rares représentants québécois aux Olympiques. Puis c'est ça, il était bien content d'y jaser. Fait que, puis là, les années suivantes, quand il allait aussi, là, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, Marcel Jobin? Ah, Puis là, ouais. il aimait bien jaser, donc c'était petit fait cocasse. Bon, ben, finalement, je gagne encore cette année. Je pense que j'ai Ben gagné ouais. l'an passé aussi.
Ouais, je sais par pas, faudrait 3 voix. retourner voir. Faudrait vérifier. Ouais. Je Je le, pense que f- oui. je le ferai pas. Mais je pense au final, on était quand même bon. Je pense, je dirais, on avait Ben, raison il y a, 2 fois il y a sur eu des 3 environ. surprises. Je Ouais, pense qu'il y a eu des surprises. ben, souvent c'était dans des catégories que nous on connaît moins, tu sais, quand c'était moins de la course, là, quand Ouais. c'était du heptathlon, des choses de même, Ouais, on les puis, suit moins, ces athlètes-là. puis tu Mais sais, c'est ça, somme toute, on je pense essaie qu'on d'y a. aller. On Ouais. essaie d'y aller avec notre mémoire aussi. Je veux dire, on fait pas un travail d'analyse en On fait comparant pas le puis même tout ça, travail tu sais. d'analyse que ceux Ben qui non, puis choisissent ces personnes-là c'est ça. font. Mais je pense, je pense on avait raison 2 fois sur 3, 3 fois sur 4 environ. Peut-être 3 fois sur 5. Ouais, ouais. Non, c'était plus que 2 fois sur 3, je pense. Donc, ouais, peut-être. En tout Ben, cas, c'était pas pire. non, mais on s'est Ouais. trompé. On s'est trompé sur peut-être des trucs qu'on pensait évidents, mais qui finalement ne l'étaient pas. Tu sais, comme par Des fois. exemple, Bianca Prémont, course sur route. Pour nous deux, c'était comme évident. Je sais qu'à Ouais. l'épisode précédent, quand on l'a dit, c'était comme d'une évidence, mais tu sais, on n'a pas pensé au marathon de Prague d'Elissa qui Ouais. était de retour. Tu sais, parce qu'Elissa, je pense qu'elle a été blessée 2023, quasiment rien, 2024 du triathlon, puis là, boum, elle revient, elle fait un marathon en 2h36. Mais elle aussi était surprise de ce que je me souviens quand Ouais. même. Parce que je pense que c'est une performance qui a pesé lourd dans la balance, mais elle savait que Bianca avait des tonnes de bonnes performances qui allaient peser dans la balance. Puis finalement, ça a quand même Puis, fait tu sais, là. Puis sur il y a route, aussi Charles Philbert-Duboutour. Mais Charles Philbert-Duboutour, ben, c'est serré. Ça, on ben, disait. le 62 minutes de Thomas sur demi-marathon, Ouais, on c'est le ça. trouvait très, très, très considérable. Ouais, c'est Considérant ça. course sur route, tu sais, c'était une catégorie course sur route. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. Charles il a remporté le 10K d'Ottawa. C'est Ouais. quand même un champion canadien. C'est vrai. Ça, Le c'est une 5 kilos de grosse omission. Montréal. Je Le pense 5 qu'on. kilos de Montréal. Ouais, je pense qu'on a gravement omis ça. C'est vrai que le 10 km, le champion canadien 10 km, en Ouais. faisant un nouveau record Devant, canadien, on devant aurait dû Cam allumer. Levens. Ouais. Ouais. Non, ça, on aurait dû allumer. Ça a été Ouais. une grave Ça, omission, oui. honnêtement. Maintenant Ouais. que je le dis, on aurait. Non, mais il nous est Oui. sorti de la tête. Je pense qu'on en avait jasé il y a plusieurs épisodes. Mais c'est vrai, ça devrait être clair comme l'eau de roche. Je veux dire, oui, il a fait tout un demi-marathon, Thomas. Mais c'est ça, c'est un record canadien de 10 km au championnat canadien pour le titre de champion canadien. Ouais, on aurait dû allumer. Je pense qu'on était trop affectés par les mauvais mondiaux de Charles, tu sais, qui avait eu une contre-performance aux mondiaux, non, mais c'était une contre-performance, là, tu sais, il s'est Ouais. pas rendu très Ben, loin, il voulait se rendre plus loin. Moi, j'étais plus impressionné par le 62 minutes de Thomas parce qu'il réduisait l'ancien record québécois de 2 minutes parce que l'ancien record était dans 64 minutes, Ouais. je pense, 1h04. Tu sais. Mais un C'est record québécois, immense, mais c'est un record Ouais. québécois. c'est ça, pas canadien. Puis surtout, un record canadien est à Cam Levins, qui est un athlète de calibre international. Il a battu Cam Levins. Puis on était aussi affecté par au mile québécois qui s'était fait battre, alors que normalement il aurait gagné. Fait que ça aussi, tu sais, je pense. Mais après ça, il était champion canadien de 5 km le lendemain C'est ça. au championnat canadien de 5 km qui était à Montréal, dans le canton. Ouais, on aurait dû allumer surtout à cause du 10 km. Mais omission. Ouais. Good. On passe au sujet suivant. Ouais. Les courses, la Coupe Québec Route 2026-2027 a été dévoilée. Oui. Grosse surprise. Grosse surprise. Moi, je ne m'attendais pas à ça, pantoute. Non, mais ça je fait me plein disais d'années que c'est les mêmes courses tout le temps, tu sais. Ben oui. Puis là, Ben oui. presque tout changé. Il y a quelques courses qui restent seulement. 5 des 6. Essayez de deviner le seul qui n'a pas changé. Ben, c'est c'est la seule course du Québec sur route. Il y a un seul mile Ouais. au Québec sur route. Donc, Il y avait pas le lui, il choix est de garder conservé, le mais même. les 5 autres sont changés. Donc, on va entamer l'année avec la première épreuve. Ça va être le demi-marathon au 21K de Montréal. Ça va être le 19 avril 2026. Ensuite, ben, c'est ça. Surprise, course NDL qui va avoir le 5 kg de la Coupe Québec. Ça fait plusieurs années qu'Alvaro travaille pour l'avoir. Donc, c'est fait. Pour les 2 prochaines années, le 5 kg course NDL va être la deuxième épreuve. C'est le 3 mai que la course va avoir lieu. Je pense qu'Alvaro va être très content parce que ça fait plusieurs années qu'il voulait l'avoir, qu'il appliquait. Puis bon, Exact. il était un peu frustré parce qu'il ne l'avait jamais.
Bon, mais là, C'était la clinique du coureur là, depuis au moins 4 ans, je pense. Là. J'ai oui. souvenir d'avoir été là les 4 dernières années au moins. Oui, moi je pense que ça l'est depuis le début, quasiment. Ouais. Attends, non, le premier 5 kilos, je me souviens plus si c'était celui-là, moi, dans mon temps, à Ouais. l'époque de la première Coupe Québec, je me souviens plus si c'était celui-là, le 5 kilos, faudrait que j'aille T'sais, voir. moi, je suis ça, Ouais. mettons, depuis 2021, là, après la pandémie. Là. Puis c'est ça, 2021, 22, 23, 24, 25, ouais, peut-être même 5 ans, dans le fond. Ou peut-être qu'en 2021, ça n'avait pas eu lieu. Bref, je ne me rappelle pas trop, mais bon. Fait que c'est ça, course NDL pour les 5 kilos. La troisième épreuve, la troisième étape, dans le fond, comme il mentionne, ça va être le 10 km du Tour du Cap Tourmente à Saint-Joachim le 30 mai. Je me demande si c'est-tu dans la région de Québec, ça, le Saint-Joachim? Je ne suis pas certain. Je vais quand même, je vais prendre un. Je vais pouvoir aller vérifier. Euh, la quatrième étape, le 15 kilos, ben, c'est plus les Pichoux. Ça aussi, les Pichoux, ça faisait plusieurs années. Donc maintenant, la quatrième étape, le 15 km, ça va être Couron-Gatineau. Ça va être en septembre, le 26 septembre 2026. Le marathon, la cinquième étape, ça va être le marathon Bénéva de Québec, le 4 octobre. Et le mile va être la sixième étape lors du marathon de Bénéva de Montréal. Ça va être le 9 octobre. À noter que l'année prochaine, en 2026, le week-end du marathon de Montréal change de week-end parce que le week-end, normalement, où ils sont placés, là, genre 20-21 septembre, Ouais, ça va être des compétitions d'athlétisme, pas de cyclisme. le cyclisme, les championnats Un mondiaux de cyclisme, championnat quelque chose du du genre, là. monde, c'est ça Ouais. exact. Donc, ça a été repoussé de deux week-ends, peut-être 3 week-ends. Ouais. Donc, le 9 octobre pour terminer. Saint-Joachim, c'est juste passé Québec, juste après OK. l'île d'Orléans. Donc, OK, OK. pour les Fait curieux. que, tu sais, on couvre, c'est ça, 2 événements dans la région de Québec, un dans Gatineau, 3 autour de Montréal, 2 à Montréal, puis une à Longueuil. Fait que, tu sais, Ouais, moi, je suis content, le 21 km de Montréal, je le fais tout le temps, fait que c'est le fun, ouais. ça va être déjà Puis inclus NDL dedans. aussi. NDL qui est NDL toujours là. aussi, ouais, fait que je Ouais. n'aurai déjà plus dans la banque. 10 km de Tour du Cap Gatineau, c'est Tourmente, j'ai plus hâte de voir ça. Ouais. Gatineau, Ouais, c'est plus proche que les Pichoux. Fait que peut-être qu'en oui. septembre, tu irais à Gatineau. Ouais, possiblement. Puis c'est ça, Marathon Bénévole de Québec. Là, ça va être, c'est ça, est-ce que je fais Rimouski ou Québec ou est-ce que je fais les deux? Un petit plan à la con. Mais parce que là, j'ai jasé justement à une des directrices de course. Là. Je disais, cette année, je vais devoir le faire parce que dans le passé, il m'avait invité. Puis là, malheureusement, ben, il y avait Rimouski ou il y avait C'était-tu avec Marianne Montréal. Pelcha que tu as Exactement, parlé Marianne de ça? Pelcha, Oui, c'est c'est ça. ça, parce qu'on Ouais. tu l'avais interviewé aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, elle m'avait déjà écrit dans le passé ça, pour Ouais. essayer de m'avoir à Québec, mais là, c'est ça. Il y avait toujours, c'est ça, Montréal ou Toronto ou Rimouski, là, je me souviens plus Rimouski. trop. Mais je pense que la dernière fois, c'était Rimouski là, qui était trop dans le chemin. Mais ouais, ça serait cool de l'essayer. Je l'ai jamais fait. Puis c'est un gros marathon. Puis ben, ils ont gagné l'événement de l'année. Ah oui. Donc, au Gala Atleta. Donc, ça serait le fun d'essayer. Fait que ouais, mais je trouve avant, il y avait un petit biais direction de Québec. Tu sais, tu avais plus de compétition dans le coin de Québec, je trouve. Tu sais, Rimouski, ben, tu dépasses Québec puis tu te rends encore plus loin. Ouais, c'est encore plus loin. Les C'est Pichoux, c'est au ça. nord de Québec. Pichou, c'est comme 2 heures de Québec. T'avais le demi, le 21K. Puis là, La maintenant, il y clinique. en a beaucoup à Montréal. Fait que certains vont trouver que c'est trop à Montréal. Tu sais, Longueuil, 21K de Montréal, le mile. Euh, mais bon, moi, je suis en faveur. Ouais, oui, Puis c'est je ça. pense que C'est plus proche. Moi, si tu regardes la moi, je me population, pose il y en la a plus à question, Montréal. Ouais, vas-y. tu vas pouvoir me le dire, mais courir un 15 km à fond le week-end avant le marathon de Québec, c'est quelque chose qui fit dans un C'est vrai entraînement ça. marathon Ouais. ou Ouais, ça, c'est pas idéal. difficilement? C'est Je ça, pense hein? que les gens vont devoir choisir entre le 15 OK. km. Ben, tu le fais très, très, très relax. Mettons, tu peux pas le faire à fond, là, je pense. Tu Non, fais mais c'est ça. le Mais si le marathon de but, c'est Québec d'aller chercher ou. des points, puis de classer, puis aller chercher des Ouais, points bonus, puis tu sais. Ouais, c'est pas optimal, ça, c'est clair. Euh, ouais. donc, ouais, à voir. Puis, mais toi, là, des marathons avec du dénivelé comme à Québec, t'en as pas fait tant, me semble. Non,
Tu sais, Toronto, Toronto, il n'y Rimouski. en a pas. Rimouski, il n'y en a Non, pas. c'est ça. Non, tout. Ottawa, peut-être. Ouais, peut-être l'Ottawa de l'année passée. Peut-être ça, c'était un peu Ouais. plus nivelé. Mais c'est sûr que Québec, je pense que c'est pire, là. Ok. Donc, ça serait intéressant. Mais ça me fait pas peur. Moi, j'ai toujours aimé quand même ça, des montées. Je trouve que ça me ralentit moins que les autres. C'est les descentes que j'aime moins, par Ok. contre. Mais tu sais, si ça Ouais, descend faux plat, c'est pas si pire. ouais. Mais Ben, tu sais, ouais. puis en plus, si t'aimes ça, tu peux un peu axer ton entraînement aussi pour en intégrer dans ton entraînement. Puis, Ouais, à l'époque, quand j'étais proche du Mont-Royal, c'était ouais, facile. c'était plus Là, facile, maintenant, hein. j'étais à la Chine, c'est plutôt plat. Mais ouais. Ouais. Ben ouais, c'est le fun des entraînements de coach. J'aime bien ça. Faudrait que j'en Ouais. refasse. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé cette année pour mes performances puis ma forme, vraiment. Bon, ben ouais, on arrive à un sujet plutôt triste, puis je voulais vraiment le passer aussi en début d'émission avec tout le reste parce que c'est super important, mais En c'est début d'émission à l'université. 50 minutes. Ben oui, on a un gros début d'émission, hein. Donc, ben, c'est l'Université McGill qui annonce la suppression de 25 de ses équipes sportives. Fait que je vais débuter avec un résumé d'un article de Philippe Granger de Radio-Canada. Donc, il mentionne là, que l'Université McGill a créé une onde de choc en annonçant la suppression de 25 équipes sportives dès 2026-2027 touchant 15 disciplines comme l'athlétisme en salle, l'escrime, le badminton, le rugby féminin, le squash et plusieurs sports historiques de l'institution. Une dizaine d'autres sports, dont le basketball, le cross-country, le hockey et la natation, sont épargnés. Donc, selon deux audits internes et externes, McGill fait face à un manque d'espace, des contraintes budgétaires et un manque de ressources humaines, l'empêchant de maintenir la qualité de tous ses programmes sportifs. L'annonce a suscité colère et incompréhension chez de nombreux étudiants athlètes, certains affirmant avoir choisi McGill précisément pour les équipes qui disparaissent. Les entraîneurs expriment eux aussi leur surprise, certains craignant la perte d'emploi. Donc, la direction dit avoir dû prendre des décisions difficiles mais nécessaires, tout en reconnaissant que cela pourrait affecter les futures inscriptions. Pendant ce temps, ben, des pétitions circulent pour tenter de reverser la décision, mais McGill ne laisse pour l'instant entrevoir aucun retour des équipes coupées. Donc, nous, plus précisément, ben, on parle de l'athlétisme. L'athlétisme en salle, ils ont une piste aussi de 200 mètres présent. Il y avait des compétitions qui allaient là aussi, une ou deux grosses compétitions par Deux à hiver. trois. 2 à 3. 2 à 3 même. Deux ou Euh, trois, ou peut-être même 3 ou 4. Je me souviens, il y en avait une. À l'époque, il y en avait une en décembre. Que là, je pense qu'elle avait plus lieu. Elle avait été annulée dans les dernières années. Là, il y en avait toujours une. Il y avait toujours le McGill Team Challenge. C'était tout le temps là. Puis, il me semble, il y avait comme un Last Chance Meet qui était une compétition ok, avant les provinciaux universitaires. Puis après ça, il y avait les provinciaux universitaires que ben, des fois, c'était McGill qui était l'autre. Euh, c'est vrai. donc, beaucoup de compétitions qui avaient lieu là-bas. Moi, j'y crois pas en ce moment que c'est la dernière année. Parce que moi, je sais pas. Je pense qu'ils ont annoncé ça pour se dire, ben, on va voir quelle équipe veulent vraiment se sauver, là, ceux qui ont pris cette décision-là. Mais je vois pas comment tu pourrais justifier de couper l'équipe d'athlétisme parce que c'est une des équipes qui coûte les moins cher. Je veux dire, Ouais. ça coûte pas si cher que ça Tu d'athlétisme. as, déjà la salle, tu as déjà les installations, tu as tout. Fait que, tu sais, l'espace, il est là, il est existant, il est Puis, comme. au Canada, il y a 3 pistes inclinées à Hmm. l'intérieur. C'est une des 3. Fait que c'est quand même complètement débile que tu vas enlever l'athlétisme euh, de- d'une institution qui est une des seules à posséder une des 3 pistes. Il y a plein d'institutions qui n'ont pas de pistes, puis qui font quand Mhm. même. Je pense à Concordia, par exemple. Concordia qui ont toujours leur équipe. Euh, je sais que Concordia, ils coûtent rien à l'université, de ce que j'ai compris, que c'est 100% euh, self-funded, que c'est vraiment eux qui ramassent tout l'argent pour compétitionner. Donc, pour ça, Concordia n'a pas coupé. Parce qu'en ce moment, c'est ça, c'est dans les grosses coupes dans les universités anglophones. Apparemment que, de ce que j'ai compris, c'est François Legault, avec ses nouvelles politiques, ses nouvelles lois, il vient
beaucoup plus mangé dans les contributions des étudiants internationaux. Là. Il vient de prendre C'est une ça, cote de exactement. ça puis les redistribue dans les universités francophones. Il Euh, accepte beaucoup moins d'étudiants internationaux Aussi, aussi. Ouais. il y a peut-être beaucoup moins d'étudiants étrangers, ce qui fait que là, ils sont complètement dans le rouge à McGill. Je pense que tu as beaucoup d'autres affaires à couper avant de couper l'équipe d'athlétisme. Beaucoup, beaucoup d'autres affaires. Mais, Moi, j'y crois pas en ce moment. J'y crois juste pas. OK. Oui, vas-y. Ben, moi, je me dis, à ce moment-là, c'est quel travail de rigueur a été fait pour dire, ben, ça va être ces 15 sports-là. Moi, ce que j'ai lu, là, j'avais lu un article de Canadian Running Magazine. Il me semble que je te l'avais partagé. Ouais. Là, je le retrouve plus, là, mais je me souviens qu'il mentionnait un des critères, par exemple, est-ce que c'est un sport universitaire qui a des championnats canadiens universitaires puis qui participe? Oui, c'en est un. Oui. Il y en avait un autre qu'ils ont déjà une, un facility, un endroit pour faire leur sport. Oui, il y en a déjà un. Est-ce qu'ils ont des bons résultats? Ben, je pense aux provinciaux, les hommes étaient quelque chose comme deuxième, puis les filles quatrième aux derniers provinciaux. Là, c'est quand même bon. Ils envoient plusieurs athlètes au championnat canadien à chaque année. Fait que C'est ça. c'est des gros critères, là. Puis c'est tout T'sais, oui, oui, oui. au Là. final, c'est ça. Au final, dans les quatre critères, tu voyais, il y en avait un autre, là, j'ai oublié c'est quoi exactement, mais bref, ça répondait à ces critères-là qu'ils disaient avoir analysé pour faire leur coupure. Je sais pas, Ben, c'est pour ça que je c'était quoi la comprends rigueur dans ce pas. processus-là. Moi, j'ai C'est l'impression qu'ils ça. essaient plus d'envoyer un message puis de justifier des coupes qu'ils vont faire, mais je pense pas qu'ils vont vraiment le couper parce que là, en ce moment, dès que c'est sorti, j'ai été bombardé de messages, tout le monde Facebook c'était rempli de ça, de monde qui disait de signer la pétition. Ouais. Que j'ai signé d'ailleurs, puis c'est Mhm. ça, ça a comme aucun sens. C'est un des sports les plus accessibles, un des arguments, ils disent ça, c'est un des sports les plus accessibles que tu peux avoir, mettons, lancer du poids, là, c'est pas nécessairement des athlètes qui ont un physique que tu peux faire tant d'autres sports que ça, des lanceurs de poids, mettons, ou des gens qui font du saut en hauteur. Bon, peut-être basket, mais encore là, pas nécessairement. Là. Mettons que tu es un grand mince, ben, basket peut-être moins, ça dépend en tout cas. Bref, c'est un des sports les plus inclusifs, l'athlétisme. Puis c'est ça. Puis tu viens couper ça, ça a comme pas vraiment de sens. Donc j'y crois pas. Mais en tout Euh, cas, moi, mais c'est ça. Écoute, tu y crois pas, je le souhaite vraiment, mais moi, je me dis, je pense quand pas que c'est ça va arriver. annoncé, c'est comme. Moi, je Puis, pense qu'ils ont fait une bourde je aussi. Je vais. pense que c'est un mix de moves Ouais. politiques puis de bourde aussi, qu'ils n'ont pas réalisé à quel point le monde va chialer puis que ça n'a aucun sens. Autre chose aussi, là, l'endroit où est-ce qu'ils font leur pratique, où est-ce qu'il y a la piste, ça s'appelle le Tomlinson Fieldhouse. C'est Monsieur Ouais. Tomlinson qui a payé pour ce building-là, pour que ce soit une piste, pour que les gens fassent de l'athlétisme. Moi, je me souviens à une époque, là, il me disait, ben là, pendant les fêtes, vous ne pourrez pas faire vos entraînements parce qu'il y aura des examens qui auront lieu. Ils font à l'intérieur de la piste. Puis, parce que ça leur coûte moins cher que de louer des cinémas et des affaires de même pour faire des gros examens de fin d'année. Fait que là, t'avais le coach Dennis qui me disait Monsieur Tomlinson, il doit se rouler dans sa tombe là, s'il apprenait ça. Mais s'il apprenait que on coupe ça, on coupe les programmes universitaires, pourquoi? On va faire plus de sports récréatifs que les gens payent pour louer, pour jouer au tennis à l'intérieur, pour jouer. Mais ils n'utilisent même pas la piste, t'sais, c'est même pas pour courir. C'est ça. En ce moment, les gens peuvent utiliser la piste pour courir quand c'est pas pendant les entraînements d'athlétisme qui sont pas si fréquents que ça. Là. C'est trois fois semaine. Donc, c'est pas que en ce moment c'est de l'élitisme, l'athlétisme, puis que ça empêche les gens du public de pratiquer l'athlétisme. Je pense au contraire que ça renforce l'athlétisme en augmentant le niveau puis en permettant la tenue de compétition. Ça va faire dur le circuit après ça si tu enlèves McGill. En tout cas, ça va être vraiment bizarre. Là. Moi, Ouais. j'ai de la misère à me l'imaginer. J'y crois pas. Écoute, je souhaite que tu aies raison. Je me suis pas dit ça que ça se peut juste pas.
Moi, je pense que quand quelque chose est annoncé comme ça peut pas être juste j'envoie ça en l'air juste pour voir les réactions puis revenir en arrière après. En tout cas, si c'est le cas, c'est un gros manque en tout cas de maturité ou je sais pas trop comment le dire. Là, mais, puis ben, Athlétisme Québec ce soir a fait un communiqué pour justement là, dire à McGill, ben, regardez, là, Athlétisme Québec, Athlétisme Canada, on est là, on est disposé à collaborer avec l'ensemble des partis pour construire un avenir solide et responsable pour assurer l'avenir de l'athlétisme à McGill. Donc, moi, je me demande, tu sais, s'il y a eu. En fait, je l'ai écrit en commentaire à la publication d'Athlétisme Québec, mais tu sais, ils l'ont appris probablement en même temps quand la décision a été prise. Puis ça veut dire qu'ils n'ont pas été contactés avant. Fait que moi, je me demande qui était là, quel groupe était là autour de la table pour les discussions, pour la prise de décision. J'ai l'impression que ça a été fait peut-être broche à foin ou je sais pas trop, mais en tout cas, j'espère que tu as raison, puis que ça se peut pas que ce soit la fin. 125 ans d'histoire, le programme d'athlétisme McGill, c'est comme tu dis, ça coûte pas grand-chose par rapport à d'autres sports. C'est complètement ridicule. Puis moi, écoute, c'est pas parce que je suis biaisé, parce que j'en ai fait partie, je veux dire, moi je suis toujours, je comprends que tu peux pas tout garder, puis qu'il faut faire des coupures parfois dans la vie, mais là, celui-là, je l'explique très mal, je le vois pas. Effectivement. Bon, fait que, ben on va enchaîner avec les compétitions. Le 8 et 9 novembre, c'était le week-end du championnat canadien cross-country universitaire. Justement, ça avait lieu à Sherbrooke. Donc, je vais y aller en premier avec la publication d'Athlétisme Québec qui mentionne bon, que les championnats universitaires, le Québec signe un doublé en or et argent chez les hommes. Donc, on l'a mentionné, Philippe Monod-Cartier qui l'a remporté, qui aura décroché l'or en 24 minutes 14. C'est son 3e titre national consécutif, donc un exploit d'exception sur le circuit universitaire canadien. Et Thomas Laviolette, qui a terminé 2e, Thomas qui fait partie des Carabins de l'Université de Montréal, Corsair Chaparral, monte sur la 2e marche en 24 minutes 19, donc 5 secondes après Philippe. Du côté, au niveau de la publication, il ne parle pas de résultats chez les femmes, donc je vais le mentionner après, mais au niveau de la publication, après, on passe aux championnats nationaux collégiaux de cross-country, donc le Québec qui repart avec 4 des 6 médailles individuelles attribuées au championnat collégial. Donc chez les femmes, Mia Simpson-Dawson qui termine première, elle est du Dynamique de Sainte-Foy, et Eliane Tremblay qui termine 3e des élans du Cégep Garneau. Puis chez les hommes, Xavier Saint-Onge qui l'a remporté du Dynamique de Sainte-Foy, et Elliot Bélanger qui termine 2e, fait partie des élans du Cégep de Garneau. Donc ça, c'était pour la publication d'Athlétisme Québec. Donc je vais enchaîner avec les résultats. Non, en fait, je vais une petite publication du Rouge et Or qu'ils ont fait par rapport à Philippe. Donc, ça dit, le titre, c'est un tour du chapeau pour Monod-Cartier, qui est champion national pour une 3e année de suite. Donc, avant d'accrocher ses crampons de cross-country, Philippe s'est assuré d'écrire son nom à tout jamais dans le livre de records du sport universitaire canadien. L'étudiant au doctorat en médecine a complété son tour du chapeau samedi à Sherbrooke en remportant un 3e titre national individuel consécutif, un exploit qui n'a été réussi qu'une seule autre fois dans l'histoire, au milieu des années 80. Donc, après des victoires à London en 2023 et Kelowna en 2024, Monod-Cartier a survolé le parcours de 8 km en 24 minutes 14, soit 5 secondes de mieux que son plus proche rival, comme on mentionnait, c'était Thomas Laviolette. Donc, avec cette victoire, Philippe a ainsi remporté toutes les courses auxquelles il a participé lors des 3 dernières saisons. Donc, seul John Alvorsen des GGs d'Ottawa a réussi un tel tour de force au niveau national de 1986 à 1988. Débile. C'est fou. Domination. Une domination complète. Donc, il sera l'athlète du mois de novembre. Donc, Anthony aurait pu être celui du mois d'octobre. Ouais, aussi, c'est ça, à prendre en considération. Tu sais, mettre 2 fois le même dude. Mais ouais. Donc, chez les femmes, au niveau des équipes, je vais nommer le top 3 global, puis après ça, le top 5 québécois.
Donc, c'est l'équipe de Victoria qui l'a remporté avec 111 points, suivi par STFX, 129 points. Bon, merci. Et UBC, troisième position, avec 153 points. Du côté québécois, la meilleure équipe, ça a été l'Université Laval, qui a terminé 5e au général avec 208 points. L'Université de Sherbrooke a terminé 13e avec 338 points. Montréal, 15e avec 387 points. McGill a terminé 16e avec 394 points. Et finalement, UQAM a terminé 19e au général, 5e québécoise avec 457 points. Au niveau individuel, ça a été remporté par Madeleine Egbergen de Victoria en 27 minutes 10, suivi de Lauren McNeil de UBC en 27 minutes 24. Donc la première avait quand même 14 secondes d'avance. Et la troisième position, Alexandra McDougall de Guelph en 28 minutes 06. Donc 42 secondes après la deuxième. Donc, des grosses différences. Sophie Courville a terminé 5e. Elle est de McGill, justement, en 28 minutes 30. Elisa Tripotin a terminé 7e de l'UQAM en 28 minutes 46. Léane Barry, 12e de Laval en 29,01. Laurence Gauthier de Sherbrooke a terminé 13e en 29,01 aussi. Et finalement, 5e québécoise, Morgane Drouin de Laval a terminé 15e au général en 29,02. Juste pour préciser, l'équipe de cross de McGill reste. Donc, oui. des équipes de cross, mais pas d'athlétisme. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant tout l'hiver? Les athlètes de cross, d'habitude, ils vont faire de l'athlétisme après. Ils vont faire de oui. C'est ça. Là, ils vont s'ennuyer. J'ai oublié de poser la question tantôt, mais la saison Indoor 2026 va avoir lieu. C'est à partir de l'année prochaine. C'est l'année scolaire 2026-2027 qui serait annulée. C'est ça, François? Oui, c'est l'autre après. Cette année, ça a lieu, mais c'est la dernière qu'ils disent, en théorie. Bon, parfait. Chez les hommes, ça a été remporté par Queens avec 63 points, suivi de Sherbrooke. Grosse performance pour l'Université de Sherbrooke qui a terminé deuxième avec 84 points. Guelph a terminé troisième avec 132 points. Laval a terminé quatrième avec 134 points, donc à 2 points de Guelph seulement et du podium. McGill a terminé 13e avec 339 points. Montréal, 17e avec 415 points. Et l'Université de Trois-Rivières a terminé 20e avec 503 points. Du côté individuel, je le redis à nouveau, on l'a dit, Philmono Cartier en 24-14 de Laval. Thomas Laviolette a terminé deuxième de l'équipe de Montréal, des Carabins de Montréal en 24-19. Jude Willardy des Queens en 24 minutes 24 a terminé troisième. Nolan Turgeon, Sherbrooke, a terminé quatrième en 24-32. Félix Quirion, cinquième de Sherbrooke en 24-37. Et cinquième position québécoise, c'est Rudy Sahel, 12e au général de Laval en 24 minutes 50. Donc, ça fait le tour pour les résultats au championnat universitaire. Je vais passer au championnat collégial, comme c'était mentionné dans la publication d'Athlétisme Québec. Donc, du côté féminin, au niveau des équipes, c'est les Élans du Cégep Garneau qui l'ont remporté avec 137 points, suivi de Dawson, la page reload, de Dawson College, les Blues du Dawson College, qui a terminé deuxième, les Dynamiques de Sainte-Foy, qui a terminé troisième, et les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont terminé quatrième et troisième équipe québécoise. Donc ça, c'est du côté des équipes. Côté individuel, Mia Simpson des Blues de Dawson qui a remporté la course en 22 minutes 52, suivi de Diane Desboer du Conestoga College, les Condors dans le fond, du Conestoga College en 23 minutes 00. Eliane Tremblay qui a terminé première québécoise, troisième au général du Cégep Garneau en 23-14. Amélie Bardon qui a terminé quatrième. Elle est des Blues du Dawson College. Ah, les Dawson College, ben oui, ok, c'est québécois aussi, pardon. Je l'avais nommé. Donc, Dawson College a terminé deuxième. Ben, c'est québécois aussi. Je me suis trompé vu que le nom était anglais. Donc, 4 équipes québécoises dans le top 4. 5 équipes québécoises. Il y a les volontaires du Cégep de Sherbrooke. Donc, 5 équipes québécoises
en haut du classement. Je reviens au individuel. Donc, Amélie Bardon qui a terminé 4e en 23 minutes 26. Maëlie Lamontagne a terminé 5e. Elle est du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en 23 minutes 33. Donc, c'est le top 5 chez les femmes. Du côté des hommes, au niveau des équipes, Dynamique de Sainte-Foy qui l'a remporté avec 23 points. Les Élans du Cégep Garneau ont terminé 2e avec 53 points. Les Vulcains du Cégep de Victoriaville ont terminé 3e avec 87 points. Les Phoenix du Collège André Grasset ont terminé 4e avec 100 points. Et après, on passe à des équipes d'autres provinces. Du côté individuel, chez les hommes, ça a été remporté par Xavier Saint-Onge du Dynamique de Sainte-Foy en 25 minutes 10. Elliott Bélanger, deuxième position des Élans du Cégep Garneau en 25-32. À égalité, Nathan Woyesa des Trojans de Saït. OK, S-A-I-T, je ne sais pas comment le prononcer en anglais. En 25 minutes 32 aussi. Francis Bouffard des Dynamiques de Sainte-Foy a terminé 4e en 25-33, donc une seconde après les deux d'avant. Noah Fortier a terminé 5e, qui fait partie des volontaires du Cégep de Sherbrooke en 25-36. Et finalement, Robin Lefebvre qui a terminé 6e au général, 5e québécois, Collège André Grasset, les Phoenix du Collège André Grasset en 25-58. SAIT, c'est Southern Alberta Institute of Technology. Ah, OK. Bon, un acronyme. Good. Donc, c'est pour le championnat canadien collégial. Petite mention pour les Élans de Garneau qui avaient remporté le championnat provincial autant du côté féminin que masculin. Donc, c'était la meilleure équipe là, du Québec. Le 9 novembre, je vais enchaîner avec une publication de Éric Fournier au sujet de Thomas Fafard. Donc, Thomas participait au demi-marathon de Boston au Franklin Park. Je vais y aller avec la publication. Donc, journée difficile pour Thomas qui était sur la ligne de départ du Boston Half. Thomas qui a un PB de 1:02:17 sur le même parcours l'an dernier. Termine 8e, il court un 1:04:24. Donc, Thomas est en préparation pour ses débuts sur marathon le 20 décembre prochain. Ça va avoir lieu dans la région de Phoenix. Donc, toute chose est relative, mais pour Thomas, il s'agit d'un temps un peu lent à son niveau. Aller, on a encore quelques semaines avant l'Arizona. Donc, dans son entraînement, un demi, 1:04:24, il était à 2 minutes 07 de son PB. Donc, c'est clairement pas ce qu'il voulait. Mais il lui reste encore, c'est sûr, plusieurs semaines, là moins là, depuis l'événement, mais il se prépare pour le marathon, The Marathon Project, que ça s'appelle. Publication, dernière course thématique, c'était le 15 km au pied du Mont-Saint-Hilaire, course que tu as normalement, habituellement, tu y vas, cette année, tu n'es pas allé? Oh, non. J'étais pas en shape. Non, j'étais pas en shape. Puis Tu ça, compétitionnes pas. j'étais encore un peu. Ah, mais j'ai fait le même week-end, par contre, j'ai fait le Boréal, le défi Boréal à la place pour mon club. Ouais. Fait que, OK. ouais, c'était le samedi. Fait que techniquement, j'aurais pu faire. Ah non, c'était-tu aussi le samedi, le Saint-Hilaire, ou c'était le dimanche, ça? Saint-Hilaire, c'est le dimanche. Dimanche, ok, bon. Ben, en tout cas, le samedi, je faisais défi Boréal. Je faisais un 5 kg puis un 10 kg, un peu cross-country. Là, c'est dans à l'île Perrot, si je me trompe pas. Mais ouais, je raconterai ça après. Mais c'est ça. De toute façon, j'étais encore pas 100% rétabli. Fait que je savais que je pourrais pas pousser, surtout quand j'ai vu les temps que Sam Saint-Antoine il a fait récemment avec son beau PB de 5K. Là. Non, c'est correct. Okay. J'y laisse. Toujours depuis Rimouski, dans le fond, là, la blessure qui est survenue après Rimouski. Là, ça va mieux, je dirais. Là, je sens vraiment plus. Mais c'est ça, je l'ai senti dans la course que j'ai faite quand j'ai poussé un peu. Fait que faire attention. Moi, je ne l'avais pas noté, l'événement Boréal. Tu veux nous en parler tout de suite? Ou juste ok, vite fait là, c'est ça. C'est une petite course. Dans le fond, c'est une petite course du club organisée par le club Boréal. Super le fun, belle atmosphère, très familiale. Puis il y avait de la bouffe faite par tous des membres du club Boréal. Moi, je suis coach, je suis assistant coach pour l'instant.
Mais ça se peut que ma position change l'année prochaine, en tout cas à suivre. Mais ouais, c'est vraiment un beau groupe. Puis la course était super, partie direct à l'heure. C'était avec Sport Chrono. Puis un beau parcours. Je pense qu'il y était une petite affaire short parce que moi je suis arrivé à comme 9,9 kilos sur Strava, mais peut-être c'est à cause des arbres aussi. Là, tu sais, fait que tu peux jamais être 100% précis, mais tu fais un petit bout sur la route, sur une piste cyclable, peut-être un 400 mètres, puis après ça, tout le long, t'es vraiment dans de la terre, comme un cross-country. Là, donc, super sympa. J'ai fait le combo 5 et 10 km, c'était 60$. Euh, Puis le 5 km, il y avait un petit jeune. Hey, je me souviens plus de son nom, là, ça m'est sorti de la tête, mais je vais aller essayer de le retrouver. Mais qui m'a battu, qui a fait genre un 16-20. Mais c'est OK. ça, il est parti vite. J'ai essayé de le suivre un peu, mais je sentais que ça me tirait dans la jambe quand je poussais trop. Fait que je l'ai laissé partir. Je me dis, je vais me reprendre au 10K. Puis il faisait lui aussi le 10K. Puis au 10K, Ah, j'ai comme parti quand même assez fort. J'ai réussi à créer un petit gap, puis juste assez pour pas qu'il s'essaye. Lui, il m'a raconté qu'il est tombé un moment donné pendant le 10 km, le pauvre. Puis c'est ça, je pense, j'ai fait quasiment le même temps en double pour mon 10 que pour le 5. Donc j'ai un peu OK. plus poussé pour le 10. Je vais aller retrouver son nom pendant que tu dis la course, là, mais Ouais, tu voulais c'était... vraiment finir devant lui. Il a terminé deuxième Ouais, là, il a au terminé 10 km? deuxième, j'ai eu ma vengeance, mais super sympathique, là. Puis c'est un jeune qu'on a déjà mentionné, je pense, il a fini troisième à Granby. Fait que je vais aller essayer de retrouver OK, parfait. Granby, là, ça va être plus facile. Puis, Ouais. Fait que c'est pendant ce ça. temps-là, Ouais. je vais y aller avec la publication d'Alvaro par rapport aux 15 kilos du Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'était un dernier événement en 2025 et encore des résultats impressionnants. Donc, on se voit l'année prochaine et soyez attentifs en février pour le lancement du programme Élite et Semi-Élite de 2026. Sur le 5 kilos, c'est Elodie de Cohen qui l'a remporté en 17 minutes 13. Une bourse de 175$ pour sa victoire, plus un 150$ pour un record de parcours. Muriel Aglo a terminé deuxième en 17,35. Amélie Simard a terminé troisième en 17,50. Gabrielle Foran, quatrième en 17,48. Ah, et on va avoir une petite étoile. Et Mélanie Desautels a terminé cinquième en 18,08. Donc, Gabrielle Foran qui a un 17,48. Amélie Simard termine devant en 17,50. C'est étant donné que le chrono affiché ou celui que je vous mentionne, c'est le chip time. Mais Amélie Simard est rentrée une seconde avant Gabrielle Foran au niveau du gun time. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est comme ça. Au niveau des masters, qui a une gratuité offerte, donc 40 ans et plus, c'est Cyrine Daigneault en 2010. 50 ans et plus, Diana Papas en 22-11. Et 60 ans et plus, Joanne Guévremont en 29-10. Chez les hommes, Samuel Saint-Antoine qui l'a remporté en 15-23. Suivi de Thibaut Daly en 15-27. Zachary Turgeon termine troisième en 15-30. Timothée Dumont en 15-33. Et cinquième position, Alex Labrie en 15-42. Chez les Masters, Simon Rodier a remporté le 40 ans plus en 16-50. Danick Audet, le 50 plus en 18-19. Martin Lachance, 60 ans plus en 24-19. Et Daniel Laroche, 70 ans plus en 22 minutes 54. Est-ce que tu veux nous dire le nom? Ouais, c'était Ryan Moumni, un petit jeune il a OK. 19 ans, je pense, ou 18, Mm. parce qu'il était catégorie 10-19. Il a fini deuxième à Granby en 2,43,50. Ah, Donc, quand même, quand même. Au 10 kilos, ça a été remporté par Joséphine Wild en 40 minutes 54, suivi d'Elisabeth Tétu en 41-14 et Elisabeth Erard en 41-22. Chez les hommes, Cédric Durocher en 33-09, Vincent Maheu en 34-09 et Alvaro Cueto qui a terminé troisième en 34-10. Sur le 15 kilos, chez les femmes, Geneviève Fournier qui l'emporte en 59-44, suivi de Eliane Cousineau en 1-2-22 et Nadine Cousineau en 1-3-40. Chez les hommes, ça a été remporté par Romain Ménard en 51-25, suivi de Basile Salomon en 52-09 et Charles-Antoine Poulain en 53-04. Donc, c'était le dernier événement des courses thématiques de 2025. J'enchaîne avec une publication d'Éric Fournier. C'était les championnats finales de cross-country en NCAA Division 1. Donc, toujours un œil sur Florence Caron
qui y participaient. Donc, Florence termine dans le top 15 national. C'est pas rien. Donc, encore une grosse performance pour Florence Caron sur la finale nationale NCAA du côté de Columbia au Missouri. Donc, Florence qui livre toute une course, termine top 15 national et passe le fil en 14e position. Il y avait 262 partantes ayant toutes passé par une qualification. Près de 10 filles devant elle sont des internationales. Donc, Caron avait terminé 19e l'an dernier. Donc, 14e cette année. Je vais vous donner le résultat. Avant ça, j'ai vu une publication de Penn State concernant la performance de Florence. Donc, la performance de Florence, c'est la meilleure performance des 25 dernières années pour Penn State. Ça égale la 14e place de Suzanne Heyer en l'an 2000. Donc, Florence obtient aussi pour une deuxième année consécutive, donc back-to-back, l'honneur All-America, qui est une reconnaissance en NCAA pour distinguer les meilleurs athlètes au pays. Cet honneur back-to-back, il est rare. C'est la première fois depuis 2008-2009 pour Penn State. Donc, Florence va clairement laisser sa marque à cette université. C'est vraiment impressionnant, inspirant surtout. L'équipe Penn State termine en 10e place, soit 5 de mieux que l'an dernier. Puis elle avait terminé puis 21 places de mieux qu'en 2023. Donc, Florence a beaucoup à voir là-dedans. La course féminine a offert un spectacle historique. C'est la course la plus rapide jamais enregistrée dans l'histoire de la finale en NCAA Division 1. 19 des 20 meilleurs temps de l'histoire ont eu lieu dans cette course-là. 29 des 32 meilleurs temps. Donc, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas qu'est-ce qui... température parfaite, parcours parfait. Mais moi, c'est ça. Moi, je pense que le parcours devait être un peu court. Je pense que ça doit être ça. Sauf que chez les hommes, on ne voit pas la même chose. Chez les hommes... chez les hommes, c'est pas le même parcours. C'est ça l'affaire. Parce que c'est des boucles différentes, mais c'est pas des boucles de 2 km. Exactement. Fait que je sais pas, mettons, les filles font un 6 kilos, les hommes font un 8, ça. Mettons. Ils font 10, les hommes. Mais c'est le même 10, donc ils font 5 boucles, les filles en font 3. C'est pas des boucles de 2 kilos. OK. Fait que il y avait plusieurs parcours différents, plusieurs tours différents. Puis là, moi, j'imagine que c'est que celui des filles, ça a donné sûrement que ça donnait comme à peu près 6 kilos, mais pas besoin d'être mesuré. Il n'y a aucune règle de mesurage en cross-country. Fait que c'est pour ça que c'est ça peut vraiment varier d'une course à l'autre. Ça veut vraiment rien dire vraiment le temps. Donc, c'est ça. Moi, ce que je pense que ça veut dire, c'est que c'était le parcours le plus court de l'histoire. Puis des bonnes conditions, puis d'un niveau très relevé aussi, sûrement. Mais pour que tu en aies autant qui battent tous les records, qui fassent les meilleurs temps, ça prend un parcours qui est un peu court. Un peu plus court à ce moment-là. Oui. Ça a été remporté en 18 minutes 25 par Doris Lemgol. C'est naturellement un record là, absolu de ce championnat-là, mais bon, avec ce que tu mentionnes, ça explique. Puis Florence, dans le fond, a couru un 19.00.6. Donc, en tout cas, on peut dire qu'elle a la 15e meilleure performance du championnat final de la NCAA en Division 1. Donc, ça veut peut-être si les prochains parcours ne seront sûrement pas aussi rapides, donc ça, ce classement-là va rester probablement longtemps. Le niveau est sûrement ultra relevé, probablement le plus relevé de l'histoire, sûrement. Mais je pense aussi que pour que ça, pour que la 19e coureuse, ou même la 30e coureuse est battue plus rapide que la 3e meilleure avant. Il faut quand même que ça court un peu court. J'enchaîne le 22 novembre, c'était le Pacific Trail par UTMB. Donc, là où Rémi Leroux devait participer aux 50 km, l'événement a été annulé. Il y a eu une rivière atmosphérique. Moi, c'est la première fois que je lisais le terme rivière atmosphérique, mais c'est vraiment comme un passage d'eau et de brouillard, pas de brouillard, mais de bruine. En tout cas, c'est ça. Puis très, très dense et tout. Puis qui défile comme une rivière dans le fond, fait, dans le ciel.
puis ça a frappé la vallée de San Fernando, déversant plus de 33 cm de pluie. Donc, c'est 330 mm, là, pour ceux qui aiment bien qu'on parle de pluie en millimètres, là, mais c'est ça, c'est immense. Donc, un tel événement pluvieux à grande échelle n'avait pas été observé à cet endroit-là depuis 1965. Donc, pendant que l'organisation explorait le ranch de San Fernando, parce que le départ était donné au ranch de San Fernando, il était devenu évident que l'organisation d'un grand événement de trail dans ces conditions ne permettait pas d'offrir une expérience sûre et de qualité aux coureurs. Donc, cela a conduit à prendre la décision difficile d'annuler l'édition du Oka Pacific Trails California by UTMB. Donc, c'est ça. La sécurité des coureurs, des bénévoles a été mise à l'avant. Fait que c'était mieux d'annuler, mais là, c'est ça. Rémi allait faire cette dernière compétition. J'ai été voir son Strava. Et puis, sur sa course du 19 novembre, donc ça, c'était le mercredi, il demandait aux gens s'ils devaient aller faire le JFK 50 miles à la place, donc un 80 kilos. Puis, naturellement, ben, tout le monde qui ont lu sa publication, ils ont tous dit oui, oui, go, 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 va le faire le 80 kilos, tu sais, changement de plan de dernière minute. Fait que, ben, il a été boosté par les gens qui lui ont dit unanimement oui, vas-y. Donc, changement de plan, il s'est rendu faire le JFK 50 miles, donc 10 heures de route. C'est dans la ville de Hagerstown, dans le Maryland, et c'était le 22 novembre. Donc, il a fait les 10 heures de route le 21 novembre pour se rendre là. Il a essayé le 80 kg. On sait qu'il se préparait pour un 50. Et on sait surtout même il l'a mentionné dans notre entrevue, mais il préfère les plus courtes distances. Donc, je vais y aller avec sa publication Strava suite à sa compétition. Il dit « J'ai essayé, mais j'ai complètement échoué. Les 25 premiers kilomètres sur le sentier avec le groupe de tête se sont très bien passés, ce qui, je suppose, est tout à fait normal pour cette distance. Mais dès que je suis arrivé sur le chemin plat le long du canal, j'ai rapidement réalisé que mes jambes n'étaient tout simplement pas prêtes pour autant de plat. J'ai dû revoir mon plan de courir à 3,40 ou 3,45 au kilo et me contenter d'un rythme plus lent. Mais quel que soit le rythme, mes jambes ne suivaient pas et les crampes ont rapidement commencé, surtout dans mon pied. Je ne savais même plus si c'était possible de terminer. Donc, aucune excuse toutefois, car cela montre simplement que mon entraînement n'était pas adapté à ce type d'effort. Et cela montre aussi à quel point je devrais m'entraîner plus spécifiquement si jamais je voulais refaire une course comme celle-ci. Donc, pour être honnête, je ne me vois pas refaire ça de sitôt. Donc, il a arrêté sa course au 50e kilomètre, c'était terminé pour lui. Mais c'est ça, il n'était pas prêt pour un 80. Puis, j'ai pas été voir, mais de mémoire, le JFK avait une compétition 50 kg et un 50 miles. Mais là, cette année, c'était juste 50 miles. Fait que je sais pas pourquoi, mais de mémoire, je pensais qu'il y avait un 50 kg. Ça aurait été bien qu'il puisse passer d'un 50 kg au Pacific Trail à un 50 kg JFK, mais il n'y avait pas cette distance-là cette année. Puis, j'ai regardé un peu les résultats du JFK 80 miles. Il y a Malika Lamoureux qui a terminé 6e femme, 42e au général en 6h52 à 37 minutes du podium quand même. Puis c'est une course qui a été remportée par la Canadienne Jade Belsberg en 6h07. Donc, je viens de vous parler de 2 événements en combiné. Un qui a été annulé, puis le JFK 50 miles. Il y avait le week-end dernier, le 23 novembre, le 22 novembre, le demi-marathon de Philadelphie, le 23, le marathon de Philadelphie. J'ai regardé les résultats, côté demi, rien à mentionner, mais côté marathon, Guillaume Huot, qui est propriétaire du coin du pédaleur et du coureur, qui a terminé premier Canadien, 11e au général en 2h27-11. De mémoire, il avait fait dans les 2h27 aussi au marathon du Petit Train. Francis Laliberté, 2e Québécois, a terminé 50e au général en 2h36-08. Et Simon Melki, 3e Québécois, 98e général en 2h42-15. Puis chez les femmes, première Canadienne, Sandrine Couture, en 3h05-45. Mais sinon, je ne voyais pas d'autres compétitions performances à nommer. Finalement, petite mention, il y a eu le demi-marathon de l'ouest de l'île de Montréal en fin de semaine. Petite note pour la performance de Benoît Hogg,
60-64 ans. Il a couru un 17 minutes 14 sur le 5 kg. Il égalise son propre record du Québec qu'il avait fait dans la catégorie d'âge 55-59. Donc actuellement, le record du Québec, c'est lui qui l'a en 17 minutes 14. Il avait fait ça à 59 ans. Et là, à 60 ans, il court exactement le même temps à cette compétition-là. Sauf que je ne sais pas si le parcours est accessible au record, si c'est certifié, je ne sais pas. Mais exactement le même temps dans un nouveau groupe d'âge maintenant pour Benoît. Guillaume Huot, il avait fait 2,27,59 au Petit Train du Nord. Fait qu'il améliore un petit peu sa marque, environ 40 secondes. Puis surtout, là, c'est sur je pense que c'est un parcours. Philadelphie, c'est un parcours légal, là, si on veut, pour les performances World Athletics. Ben, en tout cas, pour les records et tout. Donc, je passe au Varia. J'ai vu une publication du marathon du Petit Train du Nord qui ont reçu Marc-Antoine Senneville pour souligner et l'encourager à battre le record d'Alain. Marc-Antoine mentionnait dans l'entrevue avec nous après avoir remporté le trophée pour la Coupe Québec, il disait que c'est plus un secret pour personne. Là, il veut essayer de battre le record d'Alain à Valence dans 2 semaines. C'est son objectif A++ qu'il mentionnait. Donc, l'organisation du Petit Train l'ont reçu pour lui remettre un chèque de 1 000 $ pour l'encourager à poursuivre ses rêves, dont s'attaquer au record d'Alain à Valence. Un article que j'ai vu du Journal de Québec ou Journal de Montréal, là, j'ai cru comprendre, c'était pas mal la même affaire, de Stéphane Cadorette, qui mentionne qu'il y a une Québécoise qui entre dans l'histoire en étant la première Canadienne à compléter le Grand Chelem des ultramarathons. Donc, je ne la connaissais pas. Il s'agit de Sandra Lafontaine, une infirmière à l'urgence, qui devient la première Canadienne à compléter le Grand Chelem des ultramarathons. Donc, il s'agit de la triple couronne, les 3 courses de 200 miles aux États-Unis, plus une autre course d'au moins 240 miles à l'intérieur de 8 mois. Donc, la triple couronne a lieu de mémoire, là, je pense qu'il y a une course en juin, une en juillet, puis une en septembre. Puis la 4e course, il faut que tu la fasses à l'intérieur de 8 mois. Donc, elle a été faite au printemps dans son cas. Donc, les courses en question, c'est l'Arizona Monster, donc 300 miles, c'est en avril, c'est environ 482 kilos. Pour elle, ça a été 152 heures d'effort. Elle a été malade en début d'épreuve, son GPS a été défaillant et à un certain moment, ses pieds étaient détruits. Donc, je vous les résume rapidement là, pour cette compétition-là ou cette course-là. Ensuite, il y a eu, il y a eu la Tao 200 miles. Ça, c'est en juin. Donc, c'est la première compétition de la triple couronne. Dans ce cas-là, c'était une altitude très difficile. Elle a terminé en 94 heures. Ensuite, il y a eu la Bigfoot 200. C'était en août. Donc là, on parle de section au bord de falaise. Elle a eu des vertiges. Épreuve complétée en 99 heures. Puis finalement, la Moab 240 qui avait lieu en octobre. Donc là, on parle de météo extrême, de la pluie, du vent, de la grêle, du verglas, alimentation compliquée, 114 heures d'effort. Environ la moitié des 160 participants l'ont abandonné. Donc, elle a terminé ces 4 épreuves-là. Donc, je vous le redis, un 300 miles en avril, un 200 miles en juin, un 200 miles en août, un 240 miles en octobre. Les 4 complétés en une année pour une infirmière qui travaille à l'urgence. Donc, pour elle, la course, c'est un exutoire contre le stress du travail. Elle cumule environ... Non, c'est ça. Elle cumule environ 40 ultras en 10 ans. Elle fait du 150 à 200 km par semaine en entraînement. Elle a 49 ans. Donc, elle prouve qu'on peut concilier vie professionnelle exigeante et exploits sportifs extrêmes. On est dans l'extrême, vraiment, là. Puis j'ai été extrêmement surpris. Puis je suis content, quand je tombe sur des articles comme ça, je suis content de découvrir des gens qu'on connaît pas. Tu sais, moi, quand je lis ça, je vois un genre de Johan Rock. Johan Rock, ça fait 8 ans, 10 ans que je le connais. Puis là, je viens de trouver, tu sais, comme une équivalente un peu là, à la Johan. Je trouve ça vraiment impressionnant. Elle, c'est Joanne Roche. Non, mais je vais redire son nom, c'est Sandra Lafontaine. Bon. Donc, allez la suivre et c'est très impressionnant.
Il y a ouais, ça, c'est toi qui m'avais partagé ça. Là. Il y a un homme à Mississauga, Lev Mokosov, qui est accusé d'avoir créé plusieurs fausses courses Ouais. caritatives sur Canadian Eventbrite. Running Magazine Je te, qui ont je te laisse y aller, commencé. ouais. Ouais, ils ont commencé une enquête. Puis c'est ça, c'est un gars qui il organise bien des courses sur Eventbrite. Puis dans le fond, il y a des courses qui étaient juste souvent des thématiques comme Remembrance Day, là, je pense que c'est le jour du souvenir, Mm. puis d'autres choses de même. Que là, le monde se sont juste pointés la journée de la course. Puis il y en a qui disaient, hey, je trouvais ça bizarre quand j'avais pas reçu de courriel, mettons, le jour avant. Ouais. Voici ce que vous avez besoin pour votre course. Puis ils étaient comme une trentaine à se pointer là, puis il y avait juste rien qui s'était passé. Puis ils avaient Ouais. pourtant payé. Puis là, puis c'est ça. Puis là, Eventbrite fout rien avec ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux. C'est un, l'affaire, c'est que c'est un gars qui organise aussi des vraies courses. Fait que là, c'est Ah oui. mélangeant, tu sais, c'est tough de faire comme, ok, ça c'est une vraie, ça c'est une fausse. Mais Race Roster, eux, par contre, ils ont été vite sur le piton dès qu'ils ont été mis au courant de ça, ils ont enquêté, puis ils ont comme suspendu euh, ces fausses courses. Je sais qu'ils ont été vite sur le piton, Race Roster. Mais c'est ça, OK. Eventbrite, c'est moins. Faites attention, si vous allez à de quoi qui est sur Eventbrite, ben, assurez-vous que c'est vraiment une source. Parce que c'est ça, il y a un gars qui en profite. Tu sais, il dit qu'il donne à la charité aussi, puis pourtant, eux, ils ont Ouais. contacté les charités. Il y a deux charités qui ont confirmé qu'ils n'ont rien reçu de lui. Mm. Puis il a juste envoyé une photo d'un chèque qui a fait une charité pour un montant bien inférieur à ce qu'il disait qu'il envoyait. Fait qu'un beau crosseur. Donc faites bien Ouais. attention quand vous inscrivez à de quoi. Assurez-vous que c'est de sources sûres. Souvent, bon, si c'est une course officielle sur Race Roster, d'habitude ça va être correct. Mais si c'est une affaire Eventbrite que t'es pas trop sûr, assure-toi que tu as un contact qui connaît quelqu'un là-dedans ou que tu as Ouais. des Fais, bonnes fais des preuves petites tangibles. recherches Là. avant, peut-être. Ouais. Il a été annoncé par World Athletic le calendrier d'athlétisme pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Puis ça fait jaser pas mal, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Dès le premier jour des Jeux, donc c'est le 15 juillet 2028, les sprinters devront enchaîner les qualifications, la demi-finale et la finale du 100 mètres dans la même journée. C'est une première, Donc, ça. oui, c'est vraiment inédit pour une compétition de ce niveau-là, où la récupération puis, fait partie intégrante de la performance. D'ailleurs, là, je suis en train de lire l'article de World Athletic, justement. Donc, le calendrier a été pensé pour permettre le maximum de doubles possible. Donc, du 100 mètres, du 200 mètres, du 200 mètres 400 et le relais, du 800 1500, du 1500 5000. C'est drôle, ça fait penser un peu au Grand Slam Track, là, les duos qu'ils essayaient de faire. Puis ces combinaisons, puis même des combinaisons au niveau des sauts, comme le long jump et le triple jump. Donc, c'est sûr, la décision suscite une vague de critiques. Plusieurs entraîneurs dénoncent un horaire physiquement déraisonnable et pointent des risques accrus de fatigue, de blessures. On s'inquiète aussi de l'équité parce que le 100 mètres masculin il est étalé sur 2 jours, mais les femmes ils ont toutes mis la première journée. Donc, puis aussi au niveau du calendrier, ça compromet certains doublés emblématiques comme celui que visait Sydney McLaughlin-Levron, donc sur 400 mètres et 400 mètres haies. Donc les deux épreuves sont désormais programmées le même jour. C'est impossible pour Sydney de participer dans les deux épreuves. Donc, de leur côté, les organisateurs parlent d'un calendrier innovant conçu pour offrir une vitrine spectaculaire dès l'ouverture des Jeux. Mettre l'athlétisme en tête des Jeux pourrait raviver l'intérêt mondial dès l'ouverture en plaçant les sprinters femmes sous les projecteurs dès le premier soir, un symbole fort, 100 ans après la première participation féminine en athlétisme olympique. Mais plusieurs se demandent si le spectacle ne risque pas plutôt d'être sacrifié au détriment des athlètes. Donc oui, mettre les projecteurs sur les femmes, sur le 100 mètres des femmes, mais à quel coût? 3 compétitions dans la même journée. Je comprends le concept, c'est cool de commencer fort, puis de mettre l'athlétisme de l'avant, parce que ça, souvent, c'est pas au début, puis c'est comme au Les milieu, femmes fait que aussi. Ouais. le monde a comme la fatigue des Olympiques, ils s'en foutent un peu. Mais mettons qualification puis semi-finale le premier jour, finale le deuxième. Mm-hmm. Ça aurait plus Ah oui. d'allure. Puis c'est ça, puis ils disent vouloir favoriser
ceux qui veulent faire, mettons, 1500, 3000, ou... non, il n'y a pas 1500, 3000, excuse-moi. Mettons 3000, 5000. Y a-tu 3000? Non, il n'y a 1500, pas de 5000. 3000. Mais 1500, 1500, 5000, 5000, c'est ça. Ben, par contre, tu laisses pas Sydney. Je sais que Sydney McLaughlin, c'est une freak, là, c'est une athlète très rare. C'est rare les athlètes qui vont faire et les haies et le 400 mètres régulier. Mais il y a elle. Je veux dire, faut Ouais. que tu prennes elle en considération parce que elle, Absolument. Tu penses à elle ton t'amène la moitié calendrier. des codes d'équipe probablement, là, si Ah c'est oui. pas plus, parce que c'est tellement une grosse star. Fait que prends ça en considération. Je pense qu'ils vont retravailler Absolument. ça. Beaucoup de plaintes d'athlètes que c'est ça, qu'il y a des affaires qui n'ont pas de sens, que c'est trop condensé. Alors, Donc j'aime ça, à être suivre. bold, être nouveau, innover, mais faut aussi garder un minimum de faisabilité puis de Ouais. penser aussi, tu sais, là, moi je suis pas juste dans l'affaire sécurité des athlètes, je suis aussi team business. Est-ce que c'est bon pour ta business si tu n'as aucun record du monde? Tu sais, c'est sûr que tu n'auras pas de record du monde si tu fais les trois dans la même journée, là. C'est sûr, 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 sûr. Tandis que tu peux en avoir un possiblement si tu leur laisses un peu de temps de récupération. Un record du monde, c'est ça qui vend, là, tu sais. Fait que dans les Ouais. deux aspects, Ou je même un pense que record, ou même un record ou même un olympique. record olympique, c'est ça. Fait que dans les deux aspects, business et sécurité des athlètes, je pense qu'il y a des choses à travailler. Je vous parlais dans un épisode précédent de Michelino Sunseri. C'est un coureur américain qui a été déclaré coupable d'avoir coupé un switchback alors qu'il faisait un FKT sur le Grand Teton. Donc, c'est ça. Je n'avais parlé, déclaré coupable, tout ça. Ben, imagine-toi, gars, qui a reçu un pardon présidentiel de Oui. M. Trump. Trump l'a pardonné. Oui, donc ça met fin à une affaire qui a été très médiatisée, qui secouait depuis plus d'un an la communauté du trail running. Donc tout ça datait de 2024. L'événement en 2024 qui a été déclaré coupable en septembre 2025 risquait jusqu'à 6 mois de prison, 5 000 d'amende. Donc finalement, ben, c'est ça. Il a été pardonné. Écoute, je suis d'accord avec ça. Pour ce pardon-là, celui-là, pourquoi pas. Les multiples autres qui donnent, je suis pas d'accord du tout, naturellement. Ben, Mais, ça envoie le message, respecte pas les lois pour protéger l'environnement, puis t'arriveras à rien. il y a ça, mais tu sais, c'est un verdict assez dur pour ce qui avait été 5000 fait. piastres, pas Tu si sais, pire. 5000 piastres ben, US. ouais, ok, mais le risque de 6 mois de prison, Oui, mais tu le fais pas le 6 c'est mois, là. gros. Le 6 mois, je pense C'est pas qu'ils gros vont le pour. faire. Je pense que c'est l'un ou Ouais, l'autre, là, je pense. Là, tu sais, je pense ouais. pas qu'ils vont aller pour le... Mais effectivement, c'était pour la protection des sentiers et tout ça, puis de la nature, et Trump en a rien à foutre. Donc, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Il a été pardonné. Ben, il vient de s'acheter un vote. En tout cas, je pense que le gars, il va voter Trump aux prochaines... Ben, Écoute, l'élection, moi, il je est pas pense que je censé voterais même pas. pouvoir, Je mais... pense que je voterais même pas pour lui, même si Ah, j'en retenais un pardon pour quelque chose. Un gros record du monde, groupe d'âge 60 ans sur marathon. On a déjà parlé, c'est l'Irlandais Tommy Hughes qui a 60 ans, qui a complété un marathon en 2h30,02. Donc, nouveau record du monde à 60 ans, 2h30,02. Moi, je me demande s'il était fâché de ne pas avoir fait ça ouais, ça 2h30. 2h30. Sûrement. Sûrement. Ben, c'est débile. C'est Euh, complètement débile. J'ai pas vérifié il était comment l'ancien record, mais j'imagine qu'il était pas mal plus haut. On parle d'un pace là, de 3 minutes 33 du kilo à 60 ans. C'est une performance qui vaut 2h0210 age grade. Là. Donc, performance Performance Kenya. record du monde, là. Ouais, c'est ça. Quasiment. Pas loin. Autre record du monde qui est au 100 miles, qui a été battu par Ketriona Jennings. Elle a battu un record de Camille Aaron. Donc ça, on aime ça quand ça se produit. Donc c'était à Vienna, en Illinois, lors du Tunnel Hill 100 miles. Donc l'Irlandaise Ketriona Jennings a inscrit son nom dans l'histoire de l'ultra-running en s'emparant du record mondial féminin sur 100 miles. Pour sa première tentative à cette distance, elle a franchi la ligne en 12h37,04 à plus de 5 minutes du précédent record de 12h42,40 établi en 2017 par Camille Aaron sur cette même course. Donc, le parcours qui consiste en 2 boucles de 50 miles à parcourir, ce qui donne un 160,9 kg
au total. Jennings a couru à une allure remarquablement régulière, maintenant une vitesse moyenne de 4 minutes 42 du kilo sur l'ensemble de la distance. Donc, elle a été régulière du début à la fin sur 100 km, sur 160 km. Donc, ce chrono s'ajoute à un palmarès déjà impressionnant pour elle, détentrice des records irlandais sur 50 kg, 100 kg, victorieuse des championnats européens sur 50 kg et candidate olympique au marathon en 2012. Donc, 4 minutes 42 du kilo pendant 160 kg. Très impressionnant. Ouais. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé de ça, ou en tout cas, j'ai aucun souvenir si j'avais déjà vu, mais le demi-marathon le plus rapide du monde, c'est au Japon, à Ageo City Half Marathon, donc considéré comme le demi-marathon le plus rapide. 179 coureurs masculins ont passé sous la barre des 65 minutes. Le vainqueur, Rui Aoki, a lui-même amélioré le record de la course, passant la ligne en 60 minutes 45, soit 2 secondes de moins que le précédent record. La soirée a aussi vu tomber le record japonais de 20 ans et moins en 61 minutes 37. Donc, ce qui se dégage de cette édition, c'est la profondeur du niveau du peloton. Parmi les 50 premiers, 44 ont réalisé un record personnel. Donc, signe d'une densité impressionnante dans le haut niveau, puis d'un parcours très rapide, là. C'est un tracé plat, des conditions météo favorables, un peloton affamé de performance peuvent créer un contexte idéal. Donc, c'est exactement ce qui arrive. 179 sous les 65 minutes. Ça, c'était toi qui m'avais partagé ça. Je vais te laisser aller. Donc, un 5 kg organisé par un rapper. Oui, Ludacris. Gunna. Je le connaissais pas, mais c'est ça, c'est rendu tellement populaire, tellement mainstream, tellement tout ça, généralisé, populaire la course, que c'est ça, c'est un rapper Gunna que avant son spectacle à Toronto, il organise un 5 km en partenariat avec Under Armour. Je pense que ça coûte 70 piastres s'inscrire, puis là, lui aussi, il court. Fait que là, tu peux courir avec lui. Moi, je le ferais si j'étais un fan de Gunna pour courir avec lui. C'est quand même cool. C'est le fun de voir. Tu sais, tu t'attends pas à ça. Tu sais, lui, c'est vraiment du rap. J'ai écouté un peu là. C'est du rap comme tu t'attends. Là, tu sais, du rap. OK. C'est ça, là. Tu sais, tu t'attends peut-être pas à ça. Tu t'attends plus. Tu t'associes avec de l'alcool, du bling, des affaires de même. Mais la santé, écoute, la course, promotion de l'activité physique. Je pense que ça, il ramasse de l'argent pour des charités. Je pense qu'il y a sa fondation à lui qui vient en aide à je sais pas trop quoi. Mais je trouvais ça juste intéressant là, quand même, que c'est rendu tellement popularisé, les courses, tellement populaire. Que des rappers organisent des courses. Puis ça a l'air qu'il n'est pas le seul, ça a l'air qu'il y a aussi Diplo, je pense, qui faisait ça. Le DJ Diplo, peut-être c'était un autre, là, mais qui faisait ça avant des concerts, des courses pour lui. Puis ben, eux, ils font quand même. En tout cas, j'imagine que c'est pour une charité, mais au final, c'est des tax write-off. Tu ramasses de l'argent pour une charité, là tu dis j'ai fait tel don, eux, là. Puis là, dans le fond, eux, après ça, ils payent moins d'impôts sur l'argent qu'ils font. Mais bon, c'est gagnant-gagnant. Ouais, puis c'est pour créer des expériences uniques là, avec des performances musicales, puis des trucs comme ça aussi le long du parcours, j'imagine. Je sais pas s'il y a des performances musicales le long du parcours. Ah, okay. Bah, peut-être qu'ils mettent de sa musique, je sais pas, mais. Ouais. Je pense pas qu'il rappe pendant qu'il court son 5K. Non, pas lui, mais tu sais. Autre truc que tu m'avais partagé, c'est une coureuse en Californie qui poursuit Nike. Elle affirme là, qu'une course avec des Alpha Fly 2 lui a causé une fracture du pied qui a nécessité une chirurgie et qui a laissé des séquelles permanentes. Donc, il s'agit de Heather Cerny, ancienne athlète universitaire. Elle avait acheté les chaussures quelques jours avant de participer au Turkey Trot en 2023. Une course qu'elle a d'ailleurs gagnée dans sa catégorie. Mais quelques heures plus tard, une douleur sous le gros orteil s'est transformée en fracture d'un os en dessous du pied. Donc, dans sa plainte, elle soutient que c'est la plaque de carbone incurvée de Alpha Flight 2 qui surcharge l'avant-pied et qui a contribué directement à sa blessure. Ses avocats parlent maintenant d'une incapacité partielle permanente. Donc, Nike n'a pas commenté. Mais écoute,
premièrement, on dit toujours de ne pas mettre des nouveaux souliers avant une course. Oui, ne faites pas ça à la Euh, maison. Non, mais je l'ai fait, puis moi, je me suis non. quand même blessé là ça m'aura pris un bon Puis 2 mois passé, même un puis peu plus passé à travers. tu poursuivrais-tu le New fabricant du Balance, soulier, c'est toi? ça. Non, non, je poursuis Ben Guillaume non, Muot ça. de la boutique Coin du pédaleur et du coureur de m'avoir Hey, fourni bon. ces souliers-là gratuitement. Non, Ah, boy. c'est ça, là, C'est un peu n'importe quoi, là. un classique de poursuite frivole là, aux États-Unis. Aucune chance qu'elle gagne. Une fracture, c'est causé par de la répétition. C'est pas. Tu fais. Ben, à moins, ok, tu peux avoir des fractures dans certains cas, dans des sports extrêmes ou des choses comme ça, que là, tu te fractures quelque chose. Là, dans son cas, elle a juste couru, puis après, elle a senti la douleur. C'est clairement qu'elle avait de quoi qu'elle gardait depuis longtemps, qui a juste explosé à la course quand elle a posé ces souliers-là. Mais elle a utilisé ces souliers-là, mais écoute, non, oublie ça. Ça ira pas plus loin que. Je sais même pas si ça va se faire rejeter avant même d'aller devant le jury, mais bon. Ouais. Peut-être que non, mais en tout cas, elle ne gagnera pas, je peux être bien sûr là-dessus. Mm. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est ce qui complète l'émission. Les événements à venir, ben, comme je mentionnais, là, le week-end qui vient, c'est les championnats canadiens de cross-country à London. On a l'équipe de Québec qui a été annoncée. Je vais vous mentionner quand même quelques noms. Comme par exemple ben, Robin Allard qui va être présent, qu'on a mentionné tantôt, Amélie Bardon, qui je vois. Voyons. Robin Lefebvre aussi va être là, Xavier Saint-Onge. En tout cas, plusieurs personnes. Léane Barry, Jade Bérubé, Florence Caron. OK, là, j'arrive dans le senior. C'est ça, les noms avant, je les connaissais un peu moins. Donc, Sophie Courville, Marika Couture. Donc, ça, c'est au niveau senior. Marie-Renée Aymon, Gabriel Foran. Chez les hommes, Vincent Abraham, Thomas Laviolette, Phil Monod-Cartier, Pierre-Yves Normandin, Xavier Perra-Faneuf, Félix Quirion, Nolan Turgeon. Donc, c'est les athlètes qui vont participer au championnat. J'ai vu un article qui mentionnait que Mohamed Ahmed va être même présent. Il s'est inscrit à la toute dernière journée. Donc, c'est ça. Ça va être très relevé. Il y a les championnats mondiaux de cross-country qui vont avoir lieu dans 6 semaines à Tallahassee, en Floride. Donc, le 10 janvier. Fait que, je pense que plusieurs vont s'essayer pour se faire remarquer, pour faire partie de l'équipe nationale pour aller représenter le Canada au championnat du monde. C'est la première fois en 30 ans que l'événement revient aux États-Unis pour ce championnat du monde-là. Beaucoup de choses qui se Le passent aux marathon de États-Unis Valence. dans les prochaines années, les Olympiques, championnats du Ouais, monde, de ça. Il y a aussi ouais, la Coupe FIFA là, qui va être en grande partie aux États-Unis, mais aussi Mexique oui, puis c'est vrai. Canada. Ouais. Ouais. Il y a Gainesville qui va recevoir encore les jeux, pas les Masters de piste Ouais. intérieure. Ça va être en 2027. C'est aux 2 ans. Donc, ça retourne à Gainesville. Le 7 décembre, Marathon de Valence. Donc, on sait que Marc-Antoine Senneville et Lisa Legault vont être présents. Probablement d'autres. Je ne sais pas, ça va être à suivre. Il y a toujours la même journée, il y a le CIM, le California International Marathon, à Sacramento. On a souvent des Québécois qui vont là. Pour le moment, je n'ai pas de nom. Et le 20 décembre, comme on mentionnait, Thomas Fafard qui va être au The Marathon Project à Chandler, en Arizona. C'est en banlieue de Phoenix. Puis Geneviève Asselin et Mathieu Blanchard aussi qui vont être sur la Trans-Martinique 135. C'est le 5 décembre prochain. Est-ce qu'on va avoir Ça un va être à nouveau suivre. record québécois de marathon? Sanneville a des Ah, bonnes chances, mais ça va être serré, oui. c'est sûr, parce que c'est ça. Il vient Oui. de son PB 2,17 à Valence. Bon, là, va être à Valence à nouveau. Est-ce qu'il peut l'abaisser de 3 minutes? C'est à C'est voir. gros, hein? Puis sinon, Puis Fafard Thomas a des bonnes Fafard 2 chances semaines plus tard. aussi. Fafard, c'est juste, selon moi, c'est de pas se blesser puis pas se blesser pendant la course. Sinon, je suis pas mal sûr qu'il l'a. Fait que là, Senneville qui doit se dire, faut que je l'aie là. Parce que s'il l'a pas là, puis que le Fafard la baisse, là, ça va être plus Là, tough c'est à bon. aller chercher. Ouais, Donc, ouais. on va suivre ça. On va suivre ça très attentivement. Fait que merci pour votre Yes! écoute. Merci. Encore une fois, boutique au coin du pédaleur et du coureur, monde de la course 10 pour 10% de rabais, pédaleur.ca. On a tous les liens. Tout ça, n'hésitez pas à commenter. Puis c'est ça.
Merci pour votre écoute et sur ce, bonne course.